Madame, Monsieur, bonjour à vous, bonjour à tous. Merci de nous retrouver ce matin sur les antennes d'Equinox Télévision pour cette nouvelle sortie de 10-12 le Zénith. Émission qui vous permet plus que jamais de rester au parfum de l'actualité, mais surtout d'interagir à ces différents sujets avec lesquels nous allons bien évidemment faire corps pendant cette émission. Vous le savez, depuis hier, sur la toile, ça bouge énormément. Cette forte odeur de surfacturation, qu'est-ce qui se passe véritablement au ministère de la Santé publique du Cameroun? On le sait, ça bouge énormément de ce côté. Et également, le week-end a connu quelques troubles. Connaissant les formations, connaissant justement les réactions dans les formations sanitaires des médecins qui ont été pour certains roués de coups de poing par des familles suite à quelques déclarations liées au Covid-19. Qu'est-ce qu'il en est véritablement? On en reparlera de tous ces sujets avec vous, madame, monsieur. Merci de nous retrouver. Surtout, merci d'accueillir la grande famille de 10-12 le Zénith qui est encore présente en ce jour. Karine Sontia, Bobon Bengan, Charles Mbachou, Dominique Audrey Oyengelek, ensemble unis pour la même mission, vous servir. Charles Mbachou, bonjour à vous et bienvenue chez vous. Bonjour monsieur Michel Ngachou et bonjour à tous les téléspectateurs. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue. On le sait, au courant de l'émission, on vous entendra sur la colère de Charles Hamel, comme la tradition le veut tous les jours dans ce programme. Bonbon Bengan est avec nous. Bonbon, bonjour à vous, bienvenue. Bonjour monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. La joie n'a peut-être été que de courte durée au moment où les habitants du quartier Domaine à Edea fêtait pourtant la désignation de M. Kungano Tapoko Serge comme un acte de vivre ensemble comme chef de ce quartier, chef 3e degré de ce quartier. Ils se ont envie de raviser. Raviser pour moi, il se trouve que leur chef est impliqué dans plusieurs problèmes judiciaires, là, de démêlés judiciaires en France. Comment le quartier va se sentir? Même le chef de 1er degré de la Sanra Maritime, le chef d'ailleurs, le seul chef, mais du canton Adié, s'en est offusqué. Ils ont tous saisi le ministre de l'administration territoriale. Comment vont-ils se comporter? Comment les autorités vont se comporter face à ce chef qui a des démêlés judiciaires en France? Il est condamné en France, il est régulièrement reconnu coupable pour certains faits. Vous le faites chef chez vous, c'est pour donner quoi? Est-ce que ce n'est pas l'image du Cameroun à ce moment qui sera écorné encore? Un chef traditionnel qui est des démêlés judiciaires dans un pays ami. Alors là, dans des autorités. Et pourtant, à Edea, on semble bien fêter le vivre ensemble. Il va peut-être, Bobo Bengan, rappeler, on dira aux ressortissants, en leur disant que voilà, votre chef, il est détenu dans une prison à l'étranger et trouver certainement les moyens de le sortir. Il avait été condamné, il est sorti, mais personne ne sait. Mais au moins, pendant les désignations, l'autorité administrative aurait pu savoir ça. Parce qu'à notre époque, on procédait à ce qu'on appelle enquête de moralité. Et la police, surtout les renseignements généraux de la police, on ne sait pas pourquoi. Était-il au courant? Ils ont caché. Mais on a quand même semblé voir dans la position de l'ancien préfet d'Ikosso, mais une certaine gêne, mais il n'a pas déclaré tout à fait, mais il a marqué des gênes, il n'a pas signé l'arrêté qu'il désignait monsieur Kungano Tapoko Serge. Il n'a pas signé, les partis, c'est son remplaçant qui a signé. Mais pourquoi le public? Mais comme ces choses-là, on ne veut pas expliquer au public, maintenant le public est désabusé. En tout cas, les chefs risquent d'être considérés comme un malpropre. En tout cas, on en reparlera, mais surtout, rappelez aussi qu'on a eu ce week-end la sortie de Sa Majesté Sokunju, roi de Bamenju, qui est revenu sur une réalité qui se vit également à la chefferie Bangou, interpellant le politique à ne plus s'y mixer dans des questions liées à la succession du nouveau chef et décrier surtout les réalités qui sont présentes autour même de la succession de ce nouveau chef-là. Et on le sait depuis
depuis pas mal de temps, la chefferie Bangou a quelques soucis. En tout cas, c'est des réalités qui sont propres hein, à nos chefferies traditionnelles. On en reparlera. Je vais peut-être laisser Dominique Carisson, mais allez rapidement accueillir d'abord Dominique Audrey. Pour une fois, on va le faire comme ça ce matin. À vous, Dominique Audrey, bonjour et bienvenue chez vous ce matin. Bonjour, Monsieur Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Je ferai comme Monsieur Charles-Amel Mbachou ce matin en disant un bonjour particulier à toutes les personnes qui, sur la toile, brillent par l'invective et les menaces lorsqu'on dit certaines vérités qui fâchent. Donc, à eux, je leur suggère de lire un livre d'Émile Girardin. Et il y a une expression très usitée dans ce bouquin où il dit « Je cède à ceux qui me défendent et jamais à ceux qui me menacent » pour revenir à la célébration de la liberté de la presse. On le sait très bien, c'était hier, le 3 mai 2020, 27e célébration du genre au Cameroun, Journée internationale de la liberté de la presse, placée sous un signe particulier. Allez, on va également souhaiter la bienvenue à Karine Santia. Bonjour Karine, bienvenue. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aussi aux téléspectateurs. Distribution du don du chef de l'État dans les différents arrondissements, régions du Cameroun. Sur la toile, ça parle beaucoup entre ceux qui trouvent que ces dons-là sont insignifiants sur le terrain, en démontrant que les différents dons associés ne suffisent même pas pour un arrondissement. Il y en a aussi qui critiquent notamment la distribution de ces dons-là et qui disent que certaines autorités retiennent les dons et les revendent. Sujet justement à voir, madame, monsieur, et à décrypter avec vous au courant de cette édition le 10-12 le Zénith. Vous le savez également, laissez-nous vos nombreux messages en nous écrivant rapidement sur 10-12 le Zénith, là c'est sur Facebook, ou encore en réagissant spontanément au direct qui se fait, bien évidemment sur Facebook, en tapant simplement Equinox Télévision. Vous pourrez nous laisser bien sûr votre message. Il y a également un numéro qui s'affichera au bas de l'écran tout à l'heure. N'hésitez pas à travers ce contact. Laissez-nous vos réactions, vos inspirations, ce que vous inspire bien sûr, les sujets qui seront débattus, mais surtout l'histoire du jour. Une histoire assez exceptionnelle. Moi j'ai pris la peine, en échangeant tout à l'heure avec Dominique Audrey, de vouloir en savoir un peu plus sur cette histoire-là. Pour moi, je suis peiné, je suis gêné, je suis traumatisé même en l'entendant. Je ne sais pas comment vous allez vivre cela ce matin, mais je vous demanderai simplement, madame, messieurs, plus que jamais, d'ouvrir vos deux grandes oreilles et de vivre la réalité de cette histoire ce matin. Dominique Audrey, c'est avec vous. Rebonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, avant de passer directement à l'histoire du jour, je vais vous lire un message qui m'est parvenu. Souvenez-vous, il y a sensiblement 2 semaines, on parlait de l'histoire d'une femme dont le mari se plaint du fait qu'elle ne lui a donné que des filles et il s'est retrouvé à faire un enfant avec une femme en dehors de son foyer qui, elle, lui a donné un garçon, dont la femme dit, je cite, « Bonjour Dominique, je suis telle, j'ai 30 ans, j'ai suivi votre histoire en ce qui concerne la femme qui ne fait que des filles et cette histoire me concerne. Je suis avec un homme qui me dit que sa femme c'est fini. Une femme qui ne peut pas faire de garçon ne sert à rien. Je lui donne un garçon et il commence à me parler d'être deuxième femme parce que sa famille ne veut pas qu'il ait sa femme. Si c'est sa famille qui décide, je lui dis qu'il va vivre un enfer et qu'on ne me teste pas. Je connais déjà le chez lui. S'il veut vivre en paix, qu'il tienne sa promesse. Sinon, il verra de quoi je me chauffe. Donc pour dire que le monsieur a fait savoir à l'autre femme qui lui a donné le garçon qu'il l'épouserait, qu'il laisserait sa femme. Donc aujourd'hui, cette femme exige que cet homme la tienne sa promesse. Bon, elle a écouté l'émission, elle nous a regardé, elle s'est justement sentie concernée par l'histoire et a souhaité réagir et vous a contacté. Voilà. Merci. Donc, quand on a raconté ça, on passe à l'histoire de ce matin qui concerne une jeune femme d'à peine 20 ans qui aimerait qu'on l'aide à réconcilier son petit frère et sa mère. Son petit frère a 17 ans aujourd'hui et elle raconte que son petit frère déteste sa mère. Elle dit qu'elle a grandi dans un environnement où il n'y avait que de l'agressivité, de la violence, que ce soit verbale, que ce soit physique et même morale. Sa mère a été battue par son père pendant de longues années. Sa mère a été trompée par ce dernier également. Elle ne vit pas dans la maison familiale, mais à cause du confinement du coronavirus, elle a décidé de retrouver la famille et de s'y installer avec ses 3 frères et sœurs
et sa mère. Et durant son séjour là-bas, elle constate que son petit frère de 17 ans, lorsqu'il échange avec sa mère, lorsqu'il y a une sorte de discordance au niveau des avis ou bien des choses à faire, ça crie. Et à quelques reprises, son petit frère s'est même retenu de frapper sa mère. Une fois, elle décide d'appeler son petit frère en aparté et lui demande « Pourquoi est-ce que tu agis comme ça envers notre mère ?» Au premier contact, au premier abord, il a refusé de s'exprimer, mais elle a insisté. Lorsqu'elle insiste, il lui raconte que la scène s'est passée alors qu'ils étaient encore tout petits. Ils jouaient avec leur dernier petit frère et ils étaient en train de jouer les billes. Leur mère les trouve en train de jouer, elle arrache les billes et elle les jette en disant « Ça, ce sont les trucs des voyous, je ne veux pas que vous jouiez à ça. » Elle jette les billes et elle va à l'intérieur. Donc, il dit donc à son petit frère, attends, moi je vais prendre les billes et on va jouer. Surveille, si maman vient, tu me dis, je vais revenir instamment. Sauf que lorsqu'il finit de reprendre les billes, il se retrouve nez à nez avec sa mère. Elle raconte que devant leur maison, il y a une sorte de dépôt d'ordures. Elle prend les billes, elle jette à cet endroit-là et son petit frère, sa mère, le pousse dans la poubelle et lui dit, tu me déçois. Si ce n'était pas ton père, je ne t'aurais pas accouché, je t'aurais tué. Donc, pendant qu'il raconte cette histoire à sa sœur, il pleure à chaudes larmes et il dit « Ma mère ne m'aime pas et moi non plus je ne l'aime pas ». Cette jeune femme, la grande sœur, la fille aînée qui raconte cette histoire nous dit que sa mère n'est pas mauvaise en soi, mais sauf que son passé et la vie, tout ce qu'elle a vécu font que quelquefois, les enfants se retrouvent à encaisser les coups à tort. Donc, elle dit que son petit frère ne lui obéit qu'à elle et à tout le monde, mais sauf à sa mère. Comment les réconcilier? Et elle mentionne que le mariage, vraiment, elle n'est même pas intéressée à cause de tout ce qu'elle a vécu. Comment les réconcilier? La question, effectivement, est posée ce matin de Dominique Audrey, mais on va quand même se retourner vers vous, Bonbon Bengan, qui avait l'habitude de nous dire ici qu'on ne juge pas son parent. Voilà un petit garçon qui a un souci comme celui-là. La maman, probablement, dans sa jeunesse, a eu pas mal de soucis avec certainement le père de ce garçon. Et à chaque fois qu'elle voit ce garçon, elle revoit le père probablement. Et aurait-elle eu une traversée difficile? Alors, comment réconcilier cette famille qui semble déchirée aujourd'hui par cette situation où ce garçon n'aime pas sa mère et la fille tente à sa façon justement de réconcilier la mère et son frère? L'enfant est encore trop jeune pour comprendre certaines vicissitudes de la vie. Il est encore trop jeune. Et justement, il a la chance que sa sœur aînée comprend mieux le problème et au moins il y a les atomes crochés entre les deux. Première chose. Deuxième chose, un enfant ne raconte pas la jeunesse de sa maman. Ça, évitez ça. Évitez cela. Ça, c'est des conneries inqualifiable. Un enfant ne raconte pas la jeunesse de sa mère. Mettez cette discrétion. Il est décédé, paix à son âme, on ne parle pas de mort. Mais cet artiste ivoirien, il avait fait des blagues avec sa maman qui lui a dit ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Vous le faites, vous êtes perdu. Même si c'est votre maman qui vous dit j'ai failli avorter. J'ai même tenté d'avorter. Et votre papa m'a retenu. Ça veut dire, vous allez comprendre quoi là, à votre âge. C'est justement les problèmes dans le couple. Vous êtes encore jeune, adolescent, n'a même pas encore atteint 20 ans. Et comprend quoi dans ces problèmes? D'aller dire des problèmes des gens de 40 ans. Vous ne connaissez pas ce que votre maman a vécu avec votre papa. Quel était l'environnement de l'époque? Vous premiers des choses, vous commencez à apprécier et à vous situer dans la posture même du donneur des leçons ou de correcteur des écarts dans la société. Nous ne jugeons pas la mère, Bombo. Mais est-ce que la mère a quand même le droit de dire à l'enfant, il y a des choses, je te déteste? La maman, oui. Il peut dire, pourquoi toi tu es même né? Il y a des choses comme ça. Quel enfant n'a pas eu ça? Oui, mais est-ce que c'est des propos qui sont acceptables? Oui, j'ai dit oui. Quel enfant n'a pas eu ça? Nous tous, on est passés par là. Nous-mêmes, nous le disons tous les jours à nos femmes. Tu es même venu faire quoi chez moi? Mais c'est effectivement, l'organisation sociétale des peuples africains est différente
comment je vais dire ça, de l'environnement où on vous a placé. Et c'est encore une femme qui le disait, c'est vrai, c'était d'une forme romancée. La grande royale, elle dit quoi? L'école des Blancs où nous envoyons nos enfants, ils vont perdre l'essentiel de ce que nous aimons en eux. Très bien. Donc, ils vont perdre et envoyons-les. On dit, ils vont perdre l'essentiel que nous aimons en eux. Donc, en réalité, nous sommes des paysans et ne faites pas comme si la société commence par vous et que chaque enfant, et c'est d'ailleurs vous qui commencez ça. Et quand on vous dit c'est la dérive, vous ne savez pas. Vous dites à un enfant de 6 ans, s'il te plaît, donne-moi de l'eau à boire, s'il te plaît, lave-toi, s'il te plaît. Mais écoutez, et après vous dites que c'est apprendre la gentillesse, la politesse à l'enfant. C'est faux, c'est archi faux. Concrètement, Bonbon, pour aider justement cette famille à se remettre ensemble. J'ai dit qu'il reste ensemble. tranquille. Sa sœur semble connaître mieux le problème et semble être mûre. Et c'est à cause de sa sœur qui va lui apprendre. Et lui-même, en grandissant, il verra qu'en fait, il était hors de course. Il ne savait même pas ce qu'il faisait. Bon, lui alors, il peut, comment je vais dire ça, compenser les torts qu'il a causés à sa mère. Les douleurs d'accouchement seulement. Donc, je ne comprends pas. J'ai vu des choses comme ça. J'étais à Uri un jour, bon, j'étais quelque part dans mes voyages. Je vois ce procès de Mme Bettencourt avec sa maman. C'est des conneries inimaginables. C'est des conneries. Et vous voyez, la presse mondiale s'en délecte avec... Mais, et comme disait un sociologue... Il n'y a pas que Bettencourt. Comme disait un sociologue nigérian qui a appris là-bas aux États-Unis, il dit, mais l'Occident ne vit pas. Et Cheikh Anta Diop le disait, l'Occident n'a pas de préhistoire. Très bien. Ça peut être un enfant, ça vient d'où cette histoire-là? Donc en fait, ce garçon, je te dis, mon fils, reste tranquille, suis ta grande sœur, laisse ta maman. Mais méfie-toi. D'accord. Comme elle l'a grandi comme ça, si elle s'énerve vrai, comme on dit au quartier, vous allez voir. Bonbon Bengan, son opinion ce matin, on l'a très bien suivi. Possible. Et surtout, le conseil à l'endroit de ce jeune garçon, ou encore aussi à l'endroit de la fille. Peut-être la fille devrait faire un peu plus, Karine Santia. Non, surtout qu'elle ne cherche pas de réconcilier les deux. L'enfant ne comprendra pas. D'accord. Quand il faut d'abord qu'il ait 2, 3 copines, qui lui demandent d'acheter les mèches, les greffes et tout ça, et commence à faire des études. Là, il commencera à comprendre. Là, maintenant, il ne comprend rien. Karine, lorsqu'on a une situation comme celle-là, et la mère qui quand même dit à l'enfant très jeune, vraiment je ne t'aime pas, vraiment tu m'es venu dans le monde pourquoi, tu sors d'où? Est-ce que également, on va dire, bon, on nous dit effectivement que ça c'est une vue de l'esprit très occidentalisée, est-ce que quand même ceci n'a pas un impact sur l'éducation d'un enfant? Est-ce qu'une mère devrait le dire à son enfant? De toutes les façons, dans les environnements africains, c'est pas évident de parler d'amour directement à son enfant. Les parents ne le font pas, ne disent pas vraiment je t'aime mon fils, c'est pas très très commun. Par contre, les actes le montrent. Les actes prouvent très bien que la maman aime son fils et est attachée à son fils. Mais par rapport à l'éducation, quand même, il y a des signes qui montrent déjà quel genre d'enfant vous pouvez avoir. Si vous avez l'habitude de vivre dans un environnement violent, dans lequel on ne se cache pas avant de proférer parfois certaines paroles à son mari ou à sa femme, dites-vous bien que l'enfant enregistre. Il ne connaît pas ce que vous êtes en train de faire, mais il enregistre les paroles. Lorsque, par exemple, vous dites à un enfant que je ne savais même pas pourquoi j'étais accouchée, les enfants sont différents, ils ne sont pas les mêmes. Il y a un enfant qui comprend ça, il court, il arrête votre pied, par exemple. Pourquoi est-ce que tu aimes ma couche? Il va courir, il va arrêter ton pied. Du coup, vous allez abandonner la colère que vous aviez contre lui. Il y a un enfant qui va s'isoler et va aller rester dans un autre coin. Ça, c'est encore un autre enfant que vous ne pouvez pas éduquer de la même manière que l'autre. C'est pourquoi, par rapport à l'histoire de ce matin, il faut parfois faire attention aux paroles qu'on profère aux enfants qui ne comprennent rien. Parce que la manière à laquelle ils vont comprendre, ça va rester dans leur tête. On n'a pas mentionné l'âge à laquelle cet enfant a entendu sa mère lui dire que si ce n'était pas ton père, je t'aurais
tué, par exemple. On ne sait pas l'âge à laquelle il a entendu ça, mais c'était certainement l'âge à laquelle il pouvait enregistrer des choses même sans les comprendre. Ouais. Donc, aujourd'hui, qu'il réussit à comprendre, il a 17 ans, il n'est pas un enfant. Et il est en quelle classe, Dominique Audrey? Il prépare le bac. Donc, il est en terminale. Certainement, il a entendu parler de la philosophie, même si on ne philosophe pas, surtout. Mais est-ce qu'un enfant a le droit de détester sa mère, Karine Santia? Un enfant n'a le droit de rien sur ses parents. Très bien. Le truc dans cette histoire, c'est que la violence n'engendre que la violence. Vous ne pouvez pas espérer avoir un enfant qui est né dans la violence, grandi sans haïr les gens. Il va haïr les gens. C'est pourquoi je dis il y a des couples, des environnements qui sont toxiques pour certains enfants. Si vous voyez bien dans notre société aujourd'hui, les enfants qui ont subi le viol sont ceux qui sont amenés à être des violeurs. Les petites filles qui ont subi des viols sont celles qui sont amenées à se laisser dans la prostitution. Pourquoi? Parce que la violence n'engendre que la violence. Et dans les relations mère-enfant, lorsque l'enfant sent qu'il ne peut pas être victime d'une situation à l'extérieur et venir se coucher sur les pieds de sa maman, il a l'impression d'être abandonné. Toutes les cuisses des mamans sont faites pour recevoir les enfants. Il dit toutes. Maintenant, il y a des mamans qui le font différemment. Mais sauf que dans un environnement, dans une ambiance de violence, ça ne se fait pas. Et vous allez tous faire ce que vous avez à faire. Il ne faudra pas que vos frustrations à vous, maman et papa, soient transposées sur les enfants. Parce que ces enfants n'ont rien fait. Ils sont innocents. J'aimerais chuter en disant une chose. On a la chance que dans cette histoire, on a une jeune femme qui peut déjà réfléchir. Et peut-être que Momo nous dit que ce n'est pas le temps d'arranger la situation. Mais je pense qu'elle pourra déjà expliquer ce que ce garçon pense de sa mère à sa mère. À partir de là, la maman saura comment elle-même ramener les enfants. Il dit même à 2 ans, 3 ans, 6 ans, on ramène les enfants. Et pour ne pas... Donc la solution est entre les mains de la mère. La solution est entre les mains de la mère. La solution est entre les mains. Et vous dites, si votre mère veut que vous soyez le pape, vous le serez. Et si elle veut que vous ne soyez rien du tout, vous le serez. Donc la solution est dans les mains de cette maman. Très bien. Allez, une fois n'est pas coutume, hein, on va donner la parole aux femmes. Parce que c'est une situation quand même qui touche la mère aujourd'hui. Et on a 2 femmes quand même sur le plateau qui, plus que jamais, devraient nous dire ce qu'elles pensent. Dominique Audrey, il faut sauver la famille. Il faut ramener le garçon justement auprès de sa maman. Il faut qu'il ait même obtenu les bénédictions de sa mère. Lorsqu'on déteste sa mère, il y a quand même des risques à ça. Quel risque? Vous n'aurez pas de bénédiction de votre maman. Votre maman est tout ce qui vous est cher. Et moi, on le disait tout à l'heure, que vous ne pourrez même pas payer ne serait-ce que les douleurs de l'enfantement. Peut-être. Mais je crois aussi qu'être une mère, ce n'est pas vouloir le mal à son enfant. On ne va peut-être pas pouvoir rattraper ce que cette mère a fait parce qu'une mère ne doit pas tenir ce genre de langage à son enfant. Vraiment, je suis désolée. Je suis désolée. Ça va dans le même sillage des parents qui disent à l'enfant « Tu es trop bête, tu es trop sale, tu es un idiot, tu seras un bandit, tu seras ceci. » Malheureusement, l'enfant grandit avec. Les parents doivent éviter un certain langage à leurs enfants pour leur éviter d'abord d'être traumatisés, comme celui dont on parle aujourd'hui, qui va grandir avec une sorte de manque de confiance en lui. Parce qu'il va se dire toute sa vie, ma mère ne m'aime pas, elle voulait m'avorter. Je n'ai même pas envie de vivre. Pourquoi vivre si la seule femme qui va m'aimer, qui devrait m'aimer toute ma vie, me dit qu'elle aurait dû me tuer? Comment est-ce qu'on grandit avec ça? Comment on fait pour se construire? Comment on fait pour être un homme avec ce genre de pensée que votre mère n'a pas voulu de vous? Il y a des secrets, si ça en est un, que les parents doivent garder pour eux. Même des conversations, dans les conversations, on ne doit pas les avoir. La colère ne doit pas pousser les parents, comme les enfants, à dire un certain nombre de choses. Il y a tellement de façons d'exprimer le mécontentement envers ses enfants. Si vous ne voulez pas que vos enfants jouent à un certain genre de jeu, ne dites pas simplement que c'est parce que c'est pour les voyous. Appelez vos enfants et vous leur expliquez le pourquoi de ce que vous ne voulez pas et vous leur proposez autre chose. Au lieu de jouer aux billes, je préfère que vous jouiez au Scrabble. Par exemple, je dis n'importe quoi. C'est comme ça que ça devrait se passer.
Maintenant, malheureusement, on retrouve encore des parents qui ont ce genre d'agissement. Mais maintenant, lorsque vous allez leur dire que non, on ne parle pas comme ça, on vous dira non, il est encore petit, il va grandir avec. Sauf que l'enfant grandit et il garde un certain nombre de choses. Donc ici, lorsque la sœur en parlera avec sa mère, cette mère gagnera à rappeler son fils et à expliquer à son fils, même si c'est pour lui mentir, que non, ce jour-là, j'étais un peu en colère. Je me suis souvenu juste de ce que ton père t'a fait, mais je ne peux ne pas vouloir de toi. La preuve, je fais tout pour toi, un certain nombre de choses. Qu'elle s'amende, qu'elle dise à son fils que je t'aime, tu es toute ma vie. Et vous pensez que ça va réparer de façon... Oui, considérablement. Les choses. Hein. Considérablement, et ils vont repartir sur une nouvelle relation. Familiale. Une nouvelle relation va se créer d'abord entre les deux, parce que avec le reste, ça passe. Mais avec celui-là particulièrement, il faut tout refaire. Parce que rendez-vous compte, on joue au billes. Et s'il lit dans les yeux de maman qu'elle ne serait pas en train de dire des mots qui soient vrais? Pardon? Oui, il peut se rendre compte que sa mère n'est pas sincère. Non, mais elle devra tout faire pour... Parce que là, elle doit reconquérir le cœur de son fils. Un enfant, un garçon qui arrive à vouloir taper sa mère, il faut croire qu'il ne ressent que de la haine. Mais maintenant, elle doit le reconquérir. C'est son fils. D'accord. C'est son fils. Qu'elle fasse tout pour arranger la situation. Charles Amel Mbathio, justement, pour finir avec vous, on a envie de comprendre réellement. Lorsqu'on vit une situation comme ça, est-ce que l'enfant comprend mal l'éducation que sa mère lui donne? Ou est-ce que la maman est en train de ruminer jusqu'à présent les douleurs qu'elle aurait connues avec son mari qui, au préalable, battait sur elle avant et malgré la séparation, elle garde encore les stigmates en elle? Monsieur Michel Ngachou, sa mère ne l'a jamais mis dehors. Mettre le garçon dehors. Il a toujours mangé les plats de sa mère. Il n'a retenu qu'une seule phrase. Je m'attendais à ce qu'il fasse l'historique. Que chaque fois qu'il faut partager, si sa mère le met toujours à côté, chaque fois qu'il faut faire ça, sa mère le voit toujours. Ce gars n'a rien à dire, c'est un vaurien. Il n'a rien à dire, monsieur Michel Ngachou. D'ailleurs, que je ne sais pas qui va lui prêter une oreille pour écouter ce qu'il est en train de dire. Je ne sais pas s'il vous est arrivé, parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui grandissent tellement vite grâce à Internet et le téléphone portable qu'ils oublient ce par quoi nous sommes tous passés. Avez-vous déjà demandé qu'on vous raconte l'histoire de votre grossesse? Maman, ma grossesse là, tu as vécu ça comment? Il y a des grossesses où la femme ne veut pas se détacher de l'homme. L'homme monte, elle monte, il descend. Parfois l'homme rentre, il trouve que la femme a porté ses caleçons, ses pantalons, ses t-shirts, ses chemises. Ça veut dire que toute la grossesse, elle ne porte que les habits de son mari. Il y a des grossesses où l'homme est violent. Ça provoque une violence du jamais vu. Violence verbale, violence physique. Il y a des grossesses où la femme ne veut même pas sentir son mari. Elle fait toute sa grossesse hors de son ménage. Les femmes nous regardent. Qu'est-ce que sa maman a vécu? Qu'il aille s'enquérir, c'est ça? C'est lui, c'est pas sa mère, c'est lui. Qu'est-ce que sa maman a vécu? Je vous assure qu'il y a des femmes qui nous regardent. Si elles vous racontent l'histoire de leur grossesse, elles vont pleurer. Parfois, elles croient que c'est l'homme qui fait volontairement. Parfois, c'est l'enfant. C'est la nature de l'enfant. Vous allez vous rendre compte que cette femme a tellement vécu de violence qu'à un moment donné, elle a voulu avorter. On a bien dit que le papa était violent. Si je ne me trompe pas bien. Effectivement. On a bien dit que le papa avait une attitude. Est-ce que ça n'a pas été le point culminant de sa grossesse? Il y a des enfants dont vous encaissez tous les coups. Vous réussissez à accoucher. Mais l'enfant est le plus têtu. Cet enfant est têtu, Bombok l'a dit. Est-ce qu'il sait ce qu'il a fait à sa mère? Et on le met dans la poubelle. Est-ce qu'il sait ce qu'il a fait à sa mère? Vous savez, c'est ça les relations. Vous allez voir, parfois le père s'assied. Quand on dit parle de tes enfants, il dit que les enfants ne m'ont rien fait comme tel. Tous les pères, tel là, c'était mon sorcier. Tel parent va vous dire que celui-là, si j'avais, quand il attendait que j'ai 100 000, que je réfléchis comment acheter un terrain, il tombe malade. Les 100 000 là, je prends, je mets ça m'a suivi. Les parents peuvent vous raconter. Vous êtes parents, vous êtes dans le vivre. Les enfants évitent de connaître, se ravissent. Cet enfant, s'il avait discuté avec sa mère, maman, raconte-moi, comment tu faisais pour supporter? Vraiment, moi, vous voyez, c'est la grande sœur. Mais est-ce que justement cette proposition n'est pas celle qui soit adéquate pour mieux concilier le garçon à sa mère aujourd'hui? Il est déjà maudit.
C'est pas un peu trop dur, J'ai dit, il a levé la main. Levez la main sans frapper, vous avez tapé votre main. Il a tapé sa maman. J'ai dit, vous levez la main, vous n'avez pas touché, vous levez, vous avez déjà frappé votre main. Il est maudit. Honore ton père et ta mère. Il est maudit. La finalité, c'est... Donc, la finalité... Les gens seront l'ensuité. Hein. La finalité, monsieur Michel Ngachou, s'il y avait eu des réunions familiales, s'il y avait eu des moments de discussion, c'est la raison pour laquelle on dit, puisque je vous entends parler, Dominique Audrey, qu'il ne faut pas... Gardez-vous de porter votre colère sur les autres. Gardez-vous. Chaque phrase formulée a une vie. Chaque phrase. Au commencement était le verbe s'est fait chair et il a habité par lui. C'est votre Bible qui le dit. Oui. Je dis, chaque phrase formulée a une vie. Et cette phrase commence à la naissance de la vie. Il y a un temps pour la grossesse. Les grossesses qui se font entre 22h et minuit, c'est des grossesses belliqueuses, à problème. C'est des grossesses à problème. Je vous le dis, même dans la vie, c'est des grossesses à problème. Il y a un temps, rapprochez-vous. On va vous dire, donc ce garçon gagnerait d'abord à aller se purifier, demander pardon à sa maman. Vraiment, se plier en neuf. Parce que la maman a encore plus d'amertume. Avec les actes que l'enfant pose, elle a plus d'amertume. Parce qu'elle se dit, vraiment, j'aurais dû ne pas garder cette grossesse. J'aurais dû. Elle revit tout ce qu'elle a porté. Je vous assure, elle revit tout ce qu'elle a porté. Il devient dans l'épine. Donc il faudrait qu'il fasse amende honorable, qu'il s'excuse véritablement, profondément, et que sa maman lui accorde son pardon. Dominique Audrey, effectivement, pour revenir aux dernières phrases de Charles Amel Batchou, ce garçon, dans son attitude, torture davantage sa maman, et il faut trouver des solutions à ça urgemment. Dans ce genre d'histoire, tous les deux camps sont touchés. En 30 secondes. Mais maintenant, ce qu'on va dire aux autres parents, c'est faites attention à ce que vous dites. Ce n'est pas parce qu'on a un enfant qu'on n'a pas de sentiments. Faites attention à ce que vous dites à vos enfants. Je vous en prie. Auquel cas, on se retrouve avec des conséquences comme ça. Quand une mère passe le temps à dire à son enfant, tu n'es qu'un bandit, tu ne sers à rien, tu ne seras rien, vous finissez par maudire votre Dominique enfant. Audrey, je vais vous dire, une maison là où on menace maman. Là où les enfants se rendent compte que papa menace maman, les enfants font bloc derrière maman. Je suis désolé. Maman, tu ne travailles pas aujourd'hui, c'est nous qui travaillons. Le papa là énerve. Papa fait ceci. Maman, laisse-moi laver tes habits. Maman va à la cuisine. Les enfants font bloc derrière les mamans. Ça, c'est quand maman protège les enfants et ne déverse pas sa colère sur les enfants. Parce que l'inverse est possible. L'inverse, parce que l'histoire de ce matin nous montre que cette femme a vécu une situation qui a fait en sorte qu'elle déverse ses frustrations sur les enfants. Je ne suis pas en opposé à ce que vous dites, mais il faut aussi prendre l'autre sens de la situation. Dans un foyer où la maman et le papa ont des problèmes et que jamais devant les enfants, la maman ne montre ce problème-là, il y aura toujours un bloc derrière elle. C'est pourquoi vous expliquez souvent sur ce plateau que quand l'enfant réussit, il a toujours tendance à vouloir aider sa mère et laisser son père. Merci. Mais maintenant, par rapport à l'histoire de ce matin, on voit bien que l'enfant n'a jamais digéré cette frustration, bien que tous les enfants ont subi des choses similaires. Karine Sontia, vraiment, permettez, vraiment, c'est vrai qu'il y a un temps, on va le faire, rassurez-vous, vous allez intervenir sur ces sujets, mais nous rappelons bien évidemment aux téléspectateurs qui pourront nous laisser eux aussi leur appréciation de ce sujet-là, et pour bien le faire, mon baron le fera tout à l'heure, mais avant, on regardera Charles Amel Batchou ce matin, qui est revenu. C'est vrai, vous l'aviez constaté à l'entame de l'émission, qu'il était froid, il est colérique, il est choqué, il est outré. La colère de ce matin est signée Charles Amel Batchou. Je m'interroge ce jour sur la question du détournement des primes et indemnités du personnel médical dans ce pays. Quels sont les sorts définitivement réservés aux différentes primes du personnel médical dans ce pays? Primes de technicité, primes d'astreinte, primes de santé publique, et j'en passe. Comment comprendre qu'au jour le jour,
Le personnel médical vit avec une douleur aiguë, celle de ne pouvoir entrer en possession de ces primes, qui soient détournées, retardées ou encore à tête chercheuse dans ce pays. Ce n'est pas tout, ce n'est pas tous qui perçoivent ces primes. Il y a un jeu trouble entre la délégation régionale et les responsables des centres de formation ou des unités sanitaires. Comment comprendre qu'il n'y ait pas de transparence dans le comptage des quotes-parts que chaque personnel devra percevoir? Savez-vous que dans certaines formations sanitaires, les dernières primes et quotes-parts datent pour certains de 2018, pourtant l'hôpital reçoit les patients tous les jours. Il y a certains à qui on a dit la situation n'est pas encore clarifiée, on va clarifier, patienter. D'autres, ça date de 2019, où ils attendent impatiemment ce petit dû, cette prime promise par le chef de l'État. D'autres souffrent du non-paiement des primes et quotes-parts du mois d'avril 2019. Exemple, on se rappelle l'hôpital La Quintini avec ses multiples mouvements d'humeur. Comment comprendre que certains directeurs disent qu'ils ne payent pas à temps à cause des tensions de trésorerie exacerbées par le principe de l'unicité des caisses qui oblige les hôpitaux à reverser des recettes au trésor tous les 10 jours et attendre, disait-il. Comment comprendre qu'il devient alors difficile pour certaines formations d'honorer le rendez-vous du début de chaque mois pour la rétribution de 30% au personnel? Comment comprendre qu'un hôpital qui produit beaucoup de millions de francs CFA par mois ne rétribue environ rien en termes lorsqu'il s'agit du partage? Trop d'interrogations. Comment comprendre que le personnel médical soit abandonné dans l'ensemble des luttes que mène le pays, l'ensemble des luttes? On peut parler du choléra, on peut parler du Covid-19 et j'en passe. Il y en a tellement. Comment comprendre que certains responsables régionaux vont jusqu'à prélever 5% sur le montant global des primes de performance? Comment comprendre que jusqu'à ce jour, aucune de leurs revendications n'a proprement trouvé une oreille attentive? Les revendications du personnel médical, amélioration de la distribution des primes et autres quotes-parts, faire des états des sommes dues à la dette sociale et des aérés de salaire, amélioration des conditions de travail, paiement des primes de risque, gratuité des soins et des examens pour le personnel et les membres de leur famille, révision des catégories en fonction de la durée de leur étude, équiper même les hôpitaux en matériel. Comment comprendre que lorsque c'est même disponible, ces primes, elles arrivent tardivement, elles arrivent en compte-gouttes, laissant de fait un goût amer dans le cœur de tous ces personnels médicaux qui n'ont qu'une seule idée en tête, ils mangent seuls, nous on n'a rien à faire, autant mieux se servir à l'arrivée. Qui payent les pots cassés? Les patients, les malades, qui voient leurs produits volés, qui voient, on va dire, des consultations extra et qui se retrouvent finalement à se dire que l'hôpital tue. Mais qui tue vraiment dans cette affaire? L'hôpital ou les responsables? Et si effectivement l'hôpital tuait, madame, monsieur, c'est assez compliqué. On regarde en même temps le personnel soignant, conscient de la réalité que vous vivez au quotidien. On regarde les directeurs des hôpitaux, des formations sanitaires. On se demande que faites-vous pour que le personnel soignant, plus que jamais, soit bien encadré, que ces primes arrivent à leur niveau sans aucun souci. On se demande en même temps que fait bien évidemment des organismes qui luttent contre la corruption au Cameroun, quand on sait que tout se gère, comme Salamemba, tu l'as dit, entre la région et les formations sanitaires, et même que fait bien évidemment le ministre de la Santé pour ces questions. On va plus loin quand même, parce qu'on se demande le chef de l'État qui a pensé effectivement mettre à disposition de ce personnel soignant ces primes, lui-même ne réagit pas. Est-ce qu'il n'est pas vomi par ces primes lui-même? La question justement ce matin, Boumon Bengan, le sort bien évidemment du personnel soignant dans ce pays, il repose entre les mains de qui? Est-ce véritablement le ministre ou le chef de l'État ou finalement les patients? Non, c'est le chef de l'État en principe. Nous sommes bien dans une république. Et c'est l'État qui a son chef, qui délègue les pouvoirs. Et la santé fait partie des pouvoirs régaliens de l'État qui peut céder
au privé, il y a le confessionnel, dans les hôpitaux catholiques protestants, il y a le privé, il y a des trucs. Mais ceux des hôpitaux qui restent dans son escarcelle ont un traitement et avaient un traitement approprié. Tout a basculé lorsqu'on est venu avec ce qu'on appelle pompeusement statut particulier. Dans le statut particulier, d'abord l'environnement, le statut particulier des fonctionnaires et agents de l'État, statut particulier de l'enseignant, statut particulier arrive au moment où il y a une crise économique. Au moment où on autorise aux fonctionnaires de faire les affaires. Au moment où les gros bonnets commencent à gagner des marchés, les 8-2 par-ci, madame ou ma maîtresse peut être là, le petit frère peut être là. Donc, c'est à ce moment-là que ces statuts particuliers arrivent. Donc, c'est un environnement qui a plombé l'épanouissement du corps médical. En plus, on a instruit aux hôpitaux les engagements d'une entreprise. Donc, l'hôpital doit faire les chiffres en fin d'exercice. Ce n'est pas possible. Donc, l'hôpital au Cameroun est sorti de sa mission première qui était l'administration des soins et la recherche. Administration et soins, administration des soins et recherche. Maintenant, le danger, justement, c'est parce que l'hôpital recherche de l'argent. Oui, mais quand le propriétaire de l'hôpital vous dit, cher ami, j'attends en fin d'exercice cette année, vous devez me donner 2 milliards de francs. Il ne vous donne pas le moyen, il vous donne peut-être 70 millions qu'il va déposer en compte-gouttes. Si on parle de l'hôpital La Quintini, mais en fait, est-ce que l'État donne les moyens, par exemple, à nos hôpitaux, parce que l'hôpital La Quintini, l'hôpital central de Yaoundé, tout ça, ont le statut de direction extérieure du ministère. Maintenant, vous leur assignez une mission, vous leur demandez de vous rapporter l'argent en fin d'année, vous ne leur donnez pas les moyens d'aller chercher cet argent. Dans ce cas-là, la responsabilité revient à qui? Voilà, la responsabilité devient à l'État. La responsabilité première revient à l'État, donc au gouvernement qui est le bras armé de l'État. Le problème ne revient pas au directeur de ces hôpitaux. En réalité, ils ont une feuille de route qu'on leur assigne et ils ont ce qu'on appelle les besoins d'urgence à faire. Et lui ne peut pas. Est-ce qu'il peut engager les marchés jusqu'à une certaine hauteur? Il ne peut pas. Même le comité de gestion qui est là va siéger. Est-ce qu'on va lui donner la possibilité de le faire? Ce n'est pas possible. Donc, en fait, c'est l'État lui-même qui a fait faillite. Parce qu'on n'enlève pas l'hôpital de l'administration des soins et des recherches. C'est pour ça que nous sommes dans la situation. On n'enlève pas l'hôpital de l'administration des soins et des recherches. Karine Santia, mais l'hôpital aujourd'hui est devenu le creuset justement d'une recherche permanente des capitaux et qui laisse quand même à désirer. Et comme Charles Amemba, tu l'as très bien dit, à un moment donné, ce personnel vient se servir sur les patients. Il y a quand même un risque énorme pour ces patients-là. Il y a même un risque énorme pour l'image du Cameroun du point de vue sanitaire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, avec le Covid-19, on est véritablement rattrapé. C'est une preuve. C'est pourquoi nous sommes si approximatifs en question de santé. Parce que tout se fait sous décret et il n'y a personne sur le terrain pour pouvoir vérifier si c'est effectivement le cas. Le personnel de santé aujourd'hui est un corps qui m'a l'air marginalisé et ce n'est qu'à travers la pandémie de Covid-19 que l'autre gouvernement a commencé à prendre conscience de ce que leur travail est normal, est efficace et est roué de risques. Roué de risques. Pourquoi? Parce que vous voyez aujourd'hui, alors qu'on parle de Covid-19, la personne qui devrait sauver des vies est celle qui est la plus exposée. Et du coup, ils sont nombreux à décéder, à être allés chez Monseigneur Samuel Kleda pour se soigner. Pourquoi? Parce que, notamment, ils ne sont pas protégés. L'État du Cameroun n'a pas mis ce qu'il fallait pour protéger le personnel de santé. Vous avez eu ce personnel d'appui qui a été recruté récemment par le ministère de la Santé qui devait recevoir un certain
certain nombre pour leur transport et leur nutrition par jour, qui s'élevaient totalement à 15 000 francs, qui n'ont pas reçu cela et ont dû faire une grève pour pouvoir entrer en possession de leur dû. Je pense que pour l'instant, on ne parle encore seulement de la ville de Yaoundé qui ont déjà reçu. De ceux qui sont au niveau du stade militaire à Yaoundé. Voilà. Mais pour l'instant, à Douala, on n'a encore rien dit. Vous voyez dans quelle situation. Et ça, ce sont des médecins qui n'avaient même pas peut-être encore commencé à travailler, qui étaient sortis de l'école depuis, qui n'avaient pas été recrutés tout de suite. Donc, comprenez qu'au Cameroun, quand même, il y a des choses qui doivent être faites et par rapport à la santé. Et il y a des primes, et ces primes-là sont chiffrées. Il y a des sommes d'argent qui sont connues. C'est pas comme si c'était un argent que quelqu'un se lève et puis il te donne comme un argent de poche. Par exemple, il y a une prime de santé qui est aussi entre 10 000 francs et 30 000 francs pour le personnel de santé. Il y a une autre prime qui est aussi notamment entre 6 000 et 12 000 francs. Ça, c'est les primes d'astreinte. Mais qu'est-ce qui peut justifier qu'on ne leur verse pas ces primes-là, Karine? Votre avis? C'est quoi? C'est que quand l'argent est débloqué, pour moi, je pense que c'est quand l'argent est débloqué et au fur et à mesure qu'il descend jusqu'au bénéficiaire, il est coupé pour le mapartisme. Je donne d'abord ça que ma part dedans, c'est combien? D'ailleurs, je n'ai même pas eu 1%. Vous voyez que c'est une affaire de pourcentage. Il faut que tout le monde dans la chaîne puisse manger et quand ça arrive à destination, l'argent a été tronqué peut-être à 60%, 70% et le personnel de santé se retrouve avec rien du tout. Il est obligé de commencer à vendre des médicaments dans les hôpitaux de manière clandestine, à faire des consultations à des prix vraiment exorbitants, à augmenter le prix, le coût des soins pour certaines maladies. Vous voyez que même aujourd'hui, quand on nous parle de Covid-19, le personnel de santé devrait avoir des primes spéciales. Enfin, vous voulez des par rapport à ça, des primes spéciales par rapport à... Une prime, ah merci, des primes spéciales, merci, je me ramène. Les primes spéciales par rapport aux traitements qu'ils sont en train de faire et au fait qu'ils sont exposés à la maladie, sauf que on n'a pas encore parlé de ces primes spéciales-là et aujourd'hui, on voit bien que le traitement de Covid-19 dans les hôpitaux est payant. Vous allez nous dire ce que vous dites, vous allez faire vos décrets, vous allez faire vos lettres de recommandation et de mise en garde. On va continuer à payer et ce n'est pas moins de 300 000 francs si vous voulez un traitement complet. Très bien. Alors, tellement vous écoutez Karine avec tant de pertinence, on peut également se remballer un tout petit peu, mais je m'en tourne vers vous rapidement. Dominique Audrey Oyengelek, on est dans un pays où on devrait plus que jamais respecter des corps comme le corps soignant, y compris le corps des enseignants, mais on se rend quand même compte que c'est des corps qu'on botte justement en touche, dont on s'en fout carrément. Et pour revenir effectivement à cette question des primes, on s'en fout justement du personnel soignant qu'on devrait plus que jamais bien entretenir afin de garantir une santé efficace pour tout le monde. C'est un problème fondamental. Votre avis justement sur la colère de ce matin? C'est triste, Monsieur Ngachou, parce que sans ces médecins-là et sans ces enseignants notamment, on ne peut rien. Si on n'a pas une bonne santé, on n'est pas à même de pouvoir se développer. Malheureusement, avec la colère qu'a exprimé M. Mbachou aujourd'hui, on se rend visiblement compte que malgré le labeur que ces gens abattent tous les jours, le strict minimum en termes de reconnaissance ne leur est pas donné parce qu'on est d'abord tous d'accord que le salaire qu'on leur donne est minable. Si on prend par exemple la branche des laborantins, vous imaginez le genre de risque auquel ces gens s'exposent. Il y a des matières organiques, il y a des réactifs qui manipulent, il y a des objets tranchants, il y a un certain nombre de choses que ces personnes manipulent au quotidien pour faire des examens pour nous autres Camerounais pour qu'on puisse avoir la santé. Mais malheureusement, la simple prime qui pourrait les aider à payer le taxi ou bien le câble ou bien de l'eau ne leur est pas octroyée. Moi, la question que je me pose, c'est lorsque les personnes chargées de rendre cet argent ne le font pas, comment est-ce qu'elles se sentent? Parce que j'ai envie de comprendre. Le dernier cas en date, c'est ces bénévoles qui travaillent par rapport au Covid.
Comment est-ce que ces personnes prennent sur elles de mettre en péril leur vie et même les vies de leur famille? Et quand on leur a dit, on vous donnera 10 000 par jour et on vous donnera 5 000 par jour pour la ration, 10 000 pour le transport, et qu'on ne le fasse pas depuis sensiblement 3 semaines, il faudrait qu'on se pose des questions. Moi, j'ai envie de dire qu'il faudrait qu'on ait des commissions de contrôle un peu partout pour s'assurer de l'effectivité d'un certain nombre de mesures qu'on prend en amont. Commission de contrôle initiée par quoi pour veiller avec l'argent. Voilà. Là, on vous dira qu'il n'y a pas d'argent, Dominique Audrey. Voilà, mais on vous dit précédemment que non, même si vous êtes 100, venez, on va vous donner 10 000 par jour et 5 000 par jour encore. Et après, au bout d'une semaine, on vous donne et après, on ne vous donne pas. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les primes, je crois que c'est le travail, c'est la reconnaissance. Et il faudrait leur donner pour que ces personnes-là ne se retrouvent pas à voler, malheureusement. Moi, je connais un Français qui est venu au Cameroun en 2016 et il raconte qu'il s'est retrouvé à payer 500 000 simplement pour se soigner le paludisme. Parce que tous les jours, on lui donnait des petits calmants et on l'a maintenu là. Et il s'est rendu compte que, malheureusement, le personnel soignant lui prenait de l'argent à tort. Donc, si ces gens étaient bien payés, je crois qu'on n'aurait pas ce genre de récrimination à leur endroit. Peut-être aussi, Charles Amel Bathiou, faudrait-il que l'on revoie rapidement la revalorisation de ce personnel soignant afin de lui garantir, on va dire, un bien-être et garantir également une santé pour tous réussie. La souffrance n'est pas pour tous. Hein. Ça veut dire? Les médecins ne sont pas au même pied d'égalité que les infirmiers d'État, les laborantins, agents techniques, ils ne sont pas au même niveau. Ça, déjà, il faut commencer à le savoir. Ça, c'est le premier point. Les personnes rencontrées vous disent que ça commence au niveau des recrutements. Comment est-ce qu'on recrute dans certaines formations? Il faut vous poser les questions. Est-ce que c'est des recrutements directs? Est-ce que c'est des à côté? Parce que ça se joue pour beaucoup au niveau des à côté. Quand on dit, monsieur, c'est moi qui t'ai fait venir, par conséquent, tu dois te tenir, tu sais que tu n'as pas de boulot, tu tiens au quartier, je vais tout faire pour que tu aies ceci, donc par conséquent, ne me regarde pas trop. Ça commence là. Vous allez vous rendre compte que c'est des infirmiers diplômés d'État qui se plaignent. C'est les techniciens du génie sanitaire qui se plaignent. C'est les médicaux sanitaires et biomédicaux qui élèvent leur voix. Et ce sont des gens justement qui n'ont pas de grosses primes. Donc les primes, notamment les primes de technicité, vont entre 5 000, naviguent entre 5 000, 10 000. Les aides soignants, agents techniques de génie sanitaire, médicaux sanitaires et médicaux qui vont de 3 000 à 10 000. Donc c'est à ce niveau que cela se jongle. Imaginez qu'un hôpital comme l'hôpital à Kentini, un exemple banal, fait dans les 250, 450 millions de chiffres mois par mois, et qu'on ne rétribue que 70 millions en termes de primes et quote-part, 70 millions. Quand on enlève les professeurs, on enlève les médecins, on enlève toute la grosse chaîne, et qu'on se retrouve, il n'y a pratiquement plus rien pour les aides soignants. Soit ça va arriver en termes de primes de technicité, plus rien, soit ça va arriver en termes de primes de santé publique, on vous dit, bon, vous prenez d'abord ça, soit c'est des primes d'astreinte, on jongle. Et généralement, quand vous entendez les gens qui veulent se lever, disent que non, c'est les primes d'astreinte. Vous savez, les primes d'astreinte par groupe, c'est 12 500, groupe 2, 10 000, groupe 3, 8 000, groupe 4, 6 000 francs. C'est le ministre de la Santé qui a rendu public, mais sur le terrain, ils n'ont absolument, je dis comme ça, rien. Ils sont obligés d'aller faire le pied de grue. Maintenant, on regarde, est-ce que vous êtes du MRC? On regarde, est-ce que vous êtes de ceci? On regarde l'appartenance. Je vous dis parce que c'est les plaintes. C'est les plaintes de ces différents agents qui racontent ce qu'ils vivent. Après, on vous dit, allez vous plaindre à Yaoundé. Allez voir le ministre. Vous pensez qu'on a le temps ici. Ce n'est pas encore arrivé. C'est arrivé tard. Les gens se retrouvent à accumuler. Pourtant, les ronds sont versés. Les bons sont assumés. Qu'est-ce que les gars font donc? C'est sur le patient. C'est vous, monsieur Michel Ngachou. C'est moi, Charles Armel. Lorsque j'arrive, on dit le médecin n'est pas là. Si tu veux le voir, tu mets 5 000 supplémentaires. C'est les primes de technicité qui prennent. Maintenant, on dit qu'il faut tel produit, tel produit. Ce n'est pas disponible, je peux te fournir. Mais c'est 10 000. C'est la prime de santé qu'ils ajoutent là-dessus. Quand on dit, maintenant, la salle, il n'y a pas de salle où on peut vous donner. Si vous voulez la salle, il faut 3 000. C'est la prime d'astreinte. Assez compliqué, madame, monsieur. Merci à vous, merci à tous de rester présents sur les antennes d'Equinox Télévision. Je ne sais pas si vous, au moins, vous avez vécu ces réalités. Si dans la famille, au moins, c'est quelqu'un qui travaille dans une formation sanitaire, laissez-nous vos commentaires. Dites-nous ce que ça vous inspire. Cette colère de Charles Amel Bathiou de ce matin, il va falloir absolument que l'on trouve des solutions à cela. Vous êtes Camerounais, ce pays doit être reconstruit avec vous et par vos contributions. Peut-être en lâchant une contribution qui peut avoir une prise de conscience, on ne sait jamais. En regardant
bombardant également les directeurs de formation sanitaire en leur disant « Monsieur, madame, nous vous regardons plus que jamais et le Cameroun vous regarde. Quoi qu'il en soit, rien ne saura se cacher. » Marquons une pause. Madame, monsieur, retrouvons-nous par la suite et on en reparlera avec vos différents messages. Allez, bon retour à vous, madame, monsieur, après ce clip de Bendeka, et merci pour la pause que nous avions prise ici, mais surtout, dis merci à Nadine Guanfo qui va falloir rappeler ce matin était la réalisation, Carlos Minuit au son et Raphaël Bougna qui reste bien évidemment avec nous derrière les caméras. Allez, on va dans un instant prendre les différents messages que vous nous envoyez depuis ce matin, madame, monsieur, et ensemble on va les commenter avec votre plaisir. Karine Santiago. Alors, par rapport à la colère du jour, il est vraiment clair que la chaîne de commandement au Cameroun est pourrie. Mais il faut aussi admettre que les Camerounais sont insatiables, même si tout l'argent et toutes les arrivaient à la base, il aurait toujours des individus pour continuer les magouilles. Jordan depuis Bafoussam. Notre message par rapport à la colère. Non, mais là, c'est pas clair. Comment se fait-il que pendant la période où le pays était tenu par Amadou Ahidjo, on n'avait pas de détournement, le moindre détournement, même de 1000 francs, vous mettez directement derrière les cachots et que subitement, on se retrouve à tout poste de gestion, on veut toujours voler. Toujours voler. Les gens se retrouvent à se servir. Peut-être la solution, la réponse à ça, Benga se retrouve dans l'organisation du sommet de la Baule en 90, je pense bien. Non, c'est longtemps avant. Il faut appliquer l'article 66 de la Constitution, trouver un décret d'application où les gens déclarent leurs biens. Et on sanctionne parce que c'est Ahidjo qu'un détournement de 500 000 francs vous vaut la condamnation à vie. Et vous êtes considéré comme un criminel. Donc, si on ne le fait pas, on ne l'applique pas, malheureusement, on ne verra rien. Il est décédé aujourd'hui, le deuxième Camerounais directeur de douane, M. Anatole Bongo, il nous racontait ça, comment lui on l'avait mis en cellule pour un mauvais calcul qui donnait des pertes de 100 000 francs à la douane. Et 2 jours après, lorsque on s'est rendu compte que non, c'est le ministère chargé des Finances qui avait fait des faux calculs et le calcul fait par le directeur de douane qui est Anatole Bongo était vrai. Ahidjo l'appelle, lui demande des excuses. Ah bon? Il demande, oui, il chef de l'État qui appelle justement il l'appelle dans son bureau, lui dit, excusez-moi monsieur le directeur, de vraiment recevoir le pardon de la nation et tout, et on lui donne on met l'avion et il vient travailler. Très bien. Ici aujourd'hui, c'est quand vous détournez 2 milliards, on pense que vous n'avez rien fait. Donc, voilà. Concernant la colère du jour, comment comprendre qu'on ait peur et qu'on valorise plus les gardes de l'INAM par rapport aux médecins? C'est la base de tout. Les médecins et les enseignants sont tellement clochardisés que l'éthique, la morale et la déontologie ont foutu le camp dans ces nobles, magnifiques corps de métier. Regardez comment sont traités ceux qui s'occupent en ce moment des cas de Covid-19. Regardez le ratio du nombre de médecins par malade au Cameroun. Mais allez voir combien on dépense pour les évacuations sanitaires des pentes du pouvoir. Allez voir le bon de commande du matériel médical pour une lutte contre le Covid qui circule sur les réseaux sociaux. Pourtant, l'argent est débloqué, mais comme il n'y a pas assez de contrôle ni de suivi, tout pour eux, rien pour nous. Pourtant, c'est le peuple qui les y installe. C'est Tony Frandam Chouat par rapport à l'histoire du jour. Alors, le problème de ce matin reflète un peu mon enfance. Moi, je dirais à ce garçon de se rabaisser et demander pardon à sa mère, car elle est la seule personne qui l'aime de tout son cœur. Et concernant les parents, nous, enfants, nous sommes trop sensibles. Un seul mot peut nous faire changer d'ange en démon. Ne déversez pas votre colère sur nous, mais expliquez-nous votre colère pour la surmonter ensemble. Un autre message. Un autre message, je ne sais pas si les points de vue sont divers. Je ne sais pas si
les points de vue sont divergents sur ce plateau pour faire le débat, mais je pense que sur certains sujets, il n'est pas exclu d'être du même avis. Les enfants doivent honorer et respecter les parents. Mais comment vouloir qu'un enfant fasse preuve de sagesse, la même sagesse qui a manqué à ses parents au point qu'il soit soumis à ses paroles ô combien traumatisantes. Donc, les enfants la maman aurait manqué de sagesse, justement. Les enfants sont-ils responsables des douleurs physiques et morales subies par leurs parents? Ne dit-on pas qu'ils sont innocents? Bon, allez-y. Si vous permettez, vous savez pourquoi Jean-Paul Sartre est devenu ce qu'il est? Voilà. D'abord, il s'appelle Jean-Paul Charles Aimard Sartre. Il a été élevé par son grand-père. Quand il prépare, à 10 ans, il prépare le CEP, il a 0 en dictée. Il rentre à la maison, son grand-père, parce qu'il grandit dans une famille où on se vous voit, dit, Monsieur Sartre, vous êtes nul. Il s'est mis à pleurer. Et en garçon bien élevé, il a commencé à relire tous ses livres de la CIL au cours moyen de 2e année. La conséquence, c'est qu'il a eu l'agrégation à 24 ans de philosophie. C'est lui-même qui raconte sa vie. Et sa mère, et le rapport à sa mère? D'abord, sa maman n'était même pas là. Elle s'était mariée plus tard avec quelqu'un d'autre. Son grand-père s'appelait Charles Schweitzer. Donc, la maman était... mais elle n'était pas là. Et elle avait une vie qu'il n'aurait pas dû honorer si on reste là. Je prends Sartre parce qu'il est dans un environnement occidental. Il est né dans une famille, je dirais, bourgeoise et tout, où le respect, un certain nombre d'enfants et tout, encadré. Et aujourd'hui, on vient nous calquer des choses qu'on assimile d'ailleurs très mal. Donc, on est aujourd'hui dans une situation où la culture africaine, on ne connaît pas. La culture occidentale, on ne connaît pas. On est là au milieu, on ne connaît même pas. Hybride. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et on pense que c'est l'enfant de 9 ans qui va orienter la famille. C'est une énormité. Donc vous trouvez qu'il est absurde que la maman ait un enfant qui l'apprend, il passe son bac. Il va faire quoi? Il verra plus tard, je vous ai dit, quand sa première copine va le décevoir, il commencera à comprendre. Il commencera à comprendre autre chose. Lorsque une femme est grosse, elle dit à son mari, bon, chérie, je vais enlever. C'est parce que l'enfant qui est dans le ventre lui a fait quoi? C'est le problème de la vie. Elle est dans un environnement où il y en a qui se suicident. Il y en a qui peuvent péter des plombs, il y en a qui divorcent, il y en a. Donc, il y a plein une panoplie de manifestations qu'on peut avoir face à une situation donnée. Donc, le fait de dire que, non, moi je suis ici, moi je suis là, d'autres enfants sont... C'est comme ça, chaque être humain est un individu. D'accord. Et dans cet individu, donc, quelle est la place de tes parents? Donc, si vous n'intégrez pas ça, que quoi qu'il arrive, mes parents restent mes parents. Et on ne juge pas les c'est parents. c'est vous qui allez vous perdre. Quand vous aurez 40 ans, vous allez commencer à gratter la tête, aller dans les églises et faire tout ce que vous voulez, mais peut-être que la maman sera déjà morte. On poursuit les messages Bobo Benga. Jordan Akwayaga qui écrit et nous dit que envoyer l'enfant là vivre avec ma mère pendant 5 jours seulement. Lui-même, il va confirmer que sa mère est un ange. Jusqu'à ces jours que je suis un père des enfants, quand je fais quelque chose, ma mère me gifle avant de s'en rendre compte que je suis déjà un homme responsable. Mais jusque-là, elle est et restera toujours ma number one woman. Jordan Akwayawa. Alors, voilà, l'enfant fait, on parle comme si on fait un concours, l'enfant fait un concours pour aller chez X parents. Le parent ne doit jamais regretter son passé lorsqu'elle voit son enfant. C'est renier et en vouloir à l'enfant, détester un innocent. Josué depuis Soa qui nous Sauf écoute. que l'enfant a entendu ces mots pendant le vécu. C'est pas le passé. Non. C'est pas le passé, c'est pendant le vécu. Alors qu'il s'amusait à jouer au billet à sa soeur. Avec sa soeur. Est-ce que vous savez, et Dominique nous a ramené des situations, je vous rappelle, il y a un mois, d'un monsieur qui, lorsqu'il rentre, l'enfant a posé un acte, il tombe sur la mer, ici. Oui, c'est sur ce plateau-ci, que chaque fois que l'enfant pose un acte où l'enfant va jouer, il attrape la mer, il cogne. Vous pensez que la mère, là, va dire quoi à l'enfant? Mais je t'aime beaucoup, tu es... Et l'enfant devient quoi?
Et l'enfant devient quoi? Parce que c'est de l'enfant qu'on parle. Au final, quand l'enfant voit... Vous avez une autre situation où l'enfant la mère s'interpose. Quand l'enfant voit toute cette violence, qu'est-ce qu'il devient? Mais oui, Karine Sontia, puisque c'est l'enfant qui donne déjà les conseils aux parents, que l'enfant nous dise donc comment les parents... Continuez à frapper vos femmes devant vos enfants et vous verrez ce qu'ils deviendront. Si c'est que l'enfant ne peut rien faire. Qui nous donne alors les conseils? Dominique Audrey. La maman n'a pas pu donner de conseils à son enfant parce que voilà ce qu'elle a vécu. Donnons la parole à Dominique Audrey, qu'elle se prononce également sur cette dernière réaction du téléspectateur qui pense qu'il va falloir revoir aussi ses attitudes en tant que parent. D'ailleurs, vous semblez bien l'épouser. Bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Être parent, être aîné, n'élude pas le fait que même si on est plus petit que vous, on puisse vous apporter une sorte de contribution, qu'on puisse vous donner un conseil. Moi, je n'ai pas grandi dans un environnement où, lorsqu'on est parent, les enfants ne parlent pas. Vraiment, je suis désolée. Je ne connais pas ça. Ce que je sais, c'est que... Ce que je sais... C'est pas bon, ma fille. Ne déformez pas. Vous prenez comme si on dit que les parents sont dictateurs. C'est cette manie-là qui n'est pas bien et qui fait justement que on vous plaint aujourd'hui. Sachez d'abord que, soyez sûr que vous avez compris. Maintenant, si vous voulez développer votre idée, dites qu'il y a des familles comme ça où les parents ont tel type de comportement, mais ne contrariez pas comme ça. Mon but n'est pas de vous contrarier. Ce que je dis, c'est que si on s'en tient à ce que vous dites ici, les enfants, un enfant, quand vous dites qu'un enfant de 7 ans décide des orientations qu'on prend dans la famille, moi, je ne comprends pas. Du moins, comme moi, je comprends, c'est que les enfants ont leur avis à donner. Si vous devez aller prendre une autre maison, votre enfant peut vous dire que non, papa, moi, je ne veux pas déménager. Moi, oui, je parle de ce que moi, j'ai vécu. Donc maintenant, il faut aussi que les uns et les autres sachent qu'on n'a pas grandi dans les mêmes environnements. Les perceptions ne sont pas pareils. Chacun perçoit la vie comme il sent. On est peut-être 7000, mais moi je pense que les 7000 points de vue sont à prendre en compte. Donc je redirai encore aux parents, les paroles que vous prononcez à l'endroit de vos enfants les déterminent à la longue. Prendre votre enfant et le jeter dans une poubelle et lui dire « tu me déçois », non. Vraiment, c'est impardonnable. Donc maintenant, cette femme, si elle veut regagner son fils, parce qu'il suffit juste qu'elle montre à son fils que tu te trompes, je ne te déteste pas, je t'aime, tout va s'arranger. Qu'elle montre cela à son fils. Monsieur Michel, je veux prendre mon exemple. Un jour, vous savez, la télé à l'époque démarrait à 18h. Pour ceux, à l'époque, la télévision démarrait à 18h. On parle de la fin des années 80. Et quand ça démarrait avec les dessins animés Bugs Bunny et tout ça. Donc, Chat et Dingo, parfois, on s'arrêtait. Toutes les fois que mon père me trouvait en train de regarder, il me traitait toujours de con, de nul, d'idiot et de cervelé. Chaque fois, il me disait, tu comprendras plus tard, au lieu de passer à faire ci, à faire ça. Alors, plus tard, je grandis, je me rends compte que, bon Dieu, cette histoire, c'est des conneries. C'est des conneries. Ne pensez pas que derrière chaque mot qu'un parent envoie, il y a forcément une malédiction. Il y a une... Non, c'est les occidentalisés, vous voyez. Les occidentalisés vivent sur le pif. Non, laissons ça la même possible. Les occidentalisés vivent sur le pif. Moi, il m'arrive des fois quand je vois mon garçon, il est en train de regarder ce que vous appelez, les Sangoku là, il est concentré, il dit, on va bientôt devenir Super Saiyan. Je lui dis, tu es nul, tu es vraiment nul. Il rit, il me dit, tu vas m'expliquer plus tard. Mais nous causons, quand je lui dis, quand vous dites qu'on insulte les enfants, que non, un parent n'insulte pas, quand le père lâche une information, ne la prenez pas au premier degré. Essayez d'analyser. Le but, c'est de l'amener justement à changer. À changer. Jean-Paul Sartre, voilà, tu es nul. Jean-Paul Sartre, que vous connaissez tous, vous avez lu. Lui, quand on lui a dit ça, que vous êtes nul, il a recommencé à réviser. Il a vécu avec son grand-père. Là, on parle d'un enfant qui a vécu avec la violence. Et à qui on a dit, je ne sais même pas pourquoi j'étais accouché. Il n'a pas vécu avec la violence quand maman te dit, ne prends pas Manu Dibango, on lui a interdit la musique pendant combien de temps? C'est pas de musique. C'est ça, on lui dit. Écoutons Carole. Ils sont là, ils nous regardent, même Roger Mila. Qu'est-ce que tu fais dans cette histoire de voyous? Le football. Tous. Ils ont dit comme ça. Au Mambi, quand il termine le code, son papa enseignant. Non, on vous dit donc comment ceux qui... on donne ces exemples parce que vous avez pris le vôtre. Laissez qu'on vous donne d'autres exemples. Que comment les enfants s'étaient comportés
dans l'orientation de par les parents et ils ont atteint le sommet. Voilà. D'accord. Alors que vous aurez compris qu'on vous a insulté. Pourquoi papa doit venir demander les excuses? C'est compris, mais mon justement, bon. où est la tyrannie là-dedans? C'est compris, mon bon. Karine, où est la tyrannie? J'aimerais juste te dire, en 30 secondes, j'aimerais juste te dire une petite chose. Chaque parole que vous prononcez à vos enfants peuvent être perçues par ces enfants-là, soit comme une bénédiction, soit comme une malédiction. Vous n'allez pas les empêcher de penser ça. Mais c'est pas lui qui régente, c'est pas lui qui régente votre vie. Ce n'est pas une manière de régir la vie. Mon ce n'est pas une manière de régir la vie. Ce que je dis, c'est que les parents aujourd'hui doivent comprendre que la société ne sera plus jamais la même. On ne va plus jamais rentrer à l'âge des pierres. Il est important que les parents s'accommodent à l'instant. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui peuvent faire un enfant ne vous aime pas et aime le voisin. Vous pensez qu'un parent est content de rentrer chez lui et voir que l'enfant embrasse le voisin, il l'embrasse pas. Vous considérez comme âge de la Aujourd'hui, je pense que la fille, comme je l'ai dit tantôt, elle doit raconter cette histoire à sa maman, ce que son fils pense d'elle. Merci, Karine. Et à partir de là, elle saura comment faire. On ne peut pas laisser ça comme ça passer. Ce n'est pas, moi, sur un plateau, ce n'est pas une fille qui me donne l'orientation. Vous savez combien de parents demandent à leurs enfants de 12 ans de régler leur téléphone? Ces parents que vous traitez de dictateurs, il ne se connaît pas comment on met WhatsApp sur le téléphone. C'est son enfant de 12 ans qui vient le faire. Il ne cause pas. Donc, parce que vous donnez l'impression qu'aujourd'hui, vraiment, les tarés là ne comprennent rien à rien. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Ce n'est pas de ça que je parle. C'est de ça que vous parlez. C'est pas de ça que je parle. Écoutons, chacun écoutons. C'est de ça que vous parlez. Monsieur, dame, chacun dans son avis. La vie, c'est l'expérience. Et on écoute. L'expérience. Papa m'a grondé. D'abord, la première chose à faire, on se casse. On le déteste d'abord un peu. On ne regarde pas ses parents droit dans les yeux. Merci. Ça veut dire que là, de votre attitude montre... Et moi, ça me fait mal. Oui. Ça me fait mal parce que le colloque qui a eu lieu à Yaoundé, du 6 au 11 avril 1987, qui concernait la famille africaine, et la première fois qu'on a commencé à utiliser les termes d'urgence parenté responsable, justement, les sociologues comme Jean-Marc Ella avaient attiré l'attention de certains de nos filles à l'époque qui voulaient faire la promotion de une famille monoparentale, qui voulait l'évolution d'aujourd'hui. Il leur a dit, ça va vous dépasser. Et on en est là aujourd'hui. Je parle bien du colloque, la famille en Afrique noire, tenu à Yaoundé, du 6 au 11 avril 1987. Donc, l'animatrice principale, c'était Emilienne Gobassé. Donc, en réalité, lisez et ne faites pas n'engagez pas les débats qui concernent l'organisation sociétale d'aujourd'hui, comme si vous avez vécu cette expérience. Vous n'avez pas vécu ça. Merci. Les autres, ce que je dis, c'est que les parents doivent se rassurer de ne pas apprendre à leurs enfants à accepter la violence. N'apprenez pas à vos enfants. Cet enfant a fini par accepter la violence. Mais s'il y en a un, et sa sœur a compris justement que son petit frère est dans l'erreur. Pourquoi vous empêchez alors que je dise que cette fille ne peut parler de ça à sa maman? Non, vous voulez donner des instructions. Je ne donne pas les instructions. Je dis à sa fille de dire... Nous n'avons pas été contre ça. Karine Sontia. Nous, on a validé ça. Mais vous avez dit, puisque l'enfant a raison, sa maman, ce n'est pas Karine Sontia. Karine Sontia. Karine Sontia. Bonbon Benga. Écoutez vraiment. Sur ce plateau, nous sommes tous des adultes. Il s'agit de construire une société et on tire la société par le haut. Nous sommes tous des adultes en même temps. Et étant donné que nous soyons des adultes, on se doit ensemble d'apprendre de l'expérience de certains. Karine. Et aussi, on se dit aussi, il faudrait qu'on apprenne à s'écouter. Je pense qu'on est sur un débat aussi. Oui, c'est un débat. Vous n'allez pas nous empêcher de donner notre point de vue, monsieur Ngachou. Donner des points de vue, mais laisser que d'autres puissent poursuivre. C'est ce que je fais. Non, sauf qu'on ne donne pas le point de vue. C'est ce que je fais. Il faut que lorsqu'on donne son point de vue, que l'on laisse justement l'autre aller jusqu'au bout de sa pensée. C'est à moi qui s'adresse. Bon, et de toutes les façons, on peut bien se comprendre. Allez, on va rapidement, madame, monsieur, aller à la revue des réseaux sociaux et voir ce que la toile nous prépare et nous a présenté ce week-end.
Alors, premier sujet, on s'intéresse aux dons du chef de l'État dans les différents arrondissements du Cameroun. Plus de 2 milliards de francs CFA en dons de produits notés pour lutter contre le coronavirus qui ont été distribués dans certaines localités, notamment, je prends particulièrement le cas de Bertoua 2e, Bafoussam 2e, et puis dans la région du Nord, les populations soutiennent que ces dons-là sont insuffisants et il y a certains arrondissements qui sont plus peuplés et dont la quantité de seaux et autres savons qui ont été donnés là-bas ne sont pas suffisants. Il y en a même qui disent que dans la région du Nord, par exemple, il y a des dons cache-nez et autres qui ont été donnés et qui ne sont pas arrivés aux citoyens. Ils disent que ces cache-nez-là, parfois, sont vendus à 300 francs. Si vous ne voulez pas, vous laissez. Voilà, on espère que le chef de l'État qui nous regarde ce matin serait certainement en train de rire. Il en rit probablement de la façon avec laquelle les choses se font et même la distribution, ou encore même au niveau des différents ministères ce matin. Lorsqu'on voyait Clément, tu faut pas ce qu'il est. Il dit courage, mais n'oublie pas le groupement. Ce n'est pas lui, c'est le précédent. Les deux sauts pour Bafoussam 2. Voilà. L'image précédente. On a vu justement eu des images qui étaient plus que jamais époustouflantes quand même, Charles Bachou, que l'on retrouve dans une localité, dans un arrondissement, qu'on vous donne 5 seaux, 2 cartons de savon et un bidon pour qui vous permettra justement de vous laver les mains. Comment expliquer cette façon de faire? C'est une façon dont on a toujours été habitué. Rappelez-vous, après Maga, le don du chef de l'État, ce n'était pas arrivé à toutes les populations. Rappelez-vous de ces populations qui sont allées agresser le sous-préfet de l'époque parce qu'il avait procédé à une rétention. Rappelez-vous du cas des indemnisations où l'argent avait été déjà distribué. Les gars qui ont perçu l'argent n'ont jamais pu rétribuer cet argent aux différentes populations. C'est de la même façon que cela. Sur ce plateau, lorsqu'on abordait la question des dons, je me rappelle, c'est Mbombo qui s'était levé en disant: pourquoi est-ce qu'on dit qu'on va donner les dons de ça? Pourquoi ne procède-t-on pas à la répartition par rapport au nombre d'habitants dans chaque zone? C'est la première question que Bobo avait donnée, vous lui avez donnée. La parole ce jour sur ce plateau. Oui. On a dit, vous avez rétorqué en disant que certainement ils savent, ils vont faire des calculs. C'est ce que vous avez dit. C'est à vous que j'aurais eu envie de poser la question. Si j'étais modérateur, vous avez vu les calculs qu'ils ont fait. Parce qu'à Bafoussam 2, c'est 2 sauts pratiquement qui sont arrivés pour Bafoussam 2. Dans certains autres, c'est un saut, un demi-carton. On dit que le reste est resté chez le sous-préfet. Le sous-préfet a retenu. L'autre est resté chez un imam. Un imam qui a dit il ne donne rien. Il n'a jamais rien perçu du gouvernement. Comme ça arrive, ça reste dans sa mosquée. Un autre religieux. Donc, c'est pour vous dire que si arrivé, c'est le comité qu'ils ont formé dans chaque arrondissement. Le commandant de brigade, le commissaire de police, le commissaire spécial de police, le maire, le curé de la paroisse, l'imam. Et dans certaines zones, suivant l'obédience du sous-préfet, il a fait venir des pasteurs des églises de réveil à qui il a donné. Donc, c'est pour vous dire que ce don a eu un regard tout à fait particulier par rapport à celui qui avait la gestion. Il y a des camions qui ont été divisés par 2, qui ont été divisés par 3. Je le dis ici à Mondovision, qui ont été divisés par 2, qui ont été divisés par 3, qui sont arrivés en pièces détachées. Ah, bon, mais quand même, quand on mêle l'autorité, notamment les préfets, les sous-préfets, même les gouverneurs, c'est vrai, on dira que c'est le MINAT qui a instruit justement que chacun se mette au travail, y compris même les maires aujourd'hui, à venir remercier le chef de l'État parce qu'on vous a donné quelques 2 seaux, quelques cartons de savon, que chacun peut s'offrir allègrement. Comment est-ce qu'on réagit? Comment est-ce qu'on apprécie? Oui, peut-être leur niveau quand même, ils peuvent s'en offrir, hein, ils peuvent donner aux populations. Si un maire a osé remercier le chef de l'État, il faudrait que les populations prennent note que ce n'est pas un bon maire. Je répète, si un maire a osé remercier le chef de l'État pour cela, que les populations prennent note que c'est un mauvais maire. D'ailleurs, il y a le commentaire qu'on peut lire. Non, c'est pas ce commentaire. Ça c'est la moquerie. Ça, c'est la moquerie, monsieur le maire. Tu remercies qui? Un pseudo-père de la natation, porté, disparu. Ah. C'est un mauvais maire. Non, nom de nom. Il vient d'être porté à l'exécutif communal. Ça ne fait pas encore 6 mois, je pense. Les élections, c'était hier, le 9 février. Et en mars, on les a portés. Donc, bon, le message du MINAT, pour acheter de loi à ton le message du MINAT a dit valoriser de manière pompeuse ou pompeusement ces dons du chef de l'État. Stop. Tiret. Bien vouloir.
associé. Oui, c'est là. Oui, Le message porté précisé là-dessus. Mettez tous les moyens possibles pour qu'il y ait retentissement. Médiatisation autour de ce projet. La preuve, on est en train d'en parler. On en parle. C'est un mauvais. Mais on n'en parle pas bonnement quand même. Non, c'est une mauvaise action. Comme vous dites, Charles Hamel disait tout à l'heure, pour dénoncer un certain nombre de pratiques dans les hôpitaux, je vous ai rappelé que lorsqu'on a institué le statut particulier, c'est allé dans tous les sens. On a demandé, hier, les fonctionnaires avaient une orientation de probité, d'abnégation, mais ils se disaient, on ne va pas être riche. Mais à un moment, on leur dit devenez riche. Ils se lancent donc dans toutes les manipulations de fonds. C'est la même chose qui se passe ici. Quel est l'environnement dans lequel on donne ces dons? Les mairies, ils attendent, ils sont dans un processus de décentralisation. On a parlé de transfert des compétences, des ressources. Oui, mais quand on est maire RDPC, il faut venir remercier justement le chef de l'État. C'est un mauvais maire. C'est un mauvais maire. Et on vient, apparemment, l'Assemblée nationale a dit là-bas qu'il y aura une dotation soit de 15% de toutes. Mais c'est ce que les maires doivent revendiquer. Ça veut dire quoi? Nous avons pris l'exemple de Bongo, le président du Gabon. Ici, il a recensé, même s'il n'a pas tout fait, quelles sont les familles, les nécessités, où sont les orphelinats. On commence d'abord, il a dit, il a orienté en disant que bon, toi qui peux avoir tes 50 000, bon, tu n'es pas nécessaire, toi tu peux te débrouiller à en avoir. Donc on a pris quand même la peine de recenser, même si ça n'a pas été tout à fait ça, mais au moins, j'ai vu d'autres gens qui disent que oui, c'est vrai, là, notre quartier là en avait besoin. Au Gabon, hein, il dit, notre quartier en avait besoin vraiment. Et le fait d'avoir donné à nos voisines là, c'est une bonne chose. Parce que vous regardez l'habitat, vous savez qu'effectivement, ils en avaient besoin. Mais ici, ce n'est pas possible. Un imam ou un pasteur, un prêtre, ils font la quête là d'abord. Est-ce qu'ils font encore des rassemblements? Vous chutez, bon, Bon, d'accord. Si on fait donc des rassemblements, ils font les quêtes à l'église. Ils ont besoin de rassemblement. Permettez-moi de vous dire, et là je le dis parce qu'on est journaliste, et puis on a observé, on a vu, il y a des endroits au Cameroun où les musulmans acceptent encore de se rassembler pour faire des prières en commun. À ce moment, on lance donc une quête entre eux. Ils savent que bon, nous, voilà, tous les bandits, ils achètent eux-mêmes. Vous avez vu comment les églises émergent ici. Voilà, c'est pas pour stigmatiser la communauté, mais tout simplement les ouailles ont de l'argent. Il faut faire attention parce que même quand on se rassemble jusqu'ici, et on vous dit, les mesures de distanciation doivent être respectées, et qu'on ne les respecte pas, c'est assez problématique. Charles Hamel Bachou. Monsieur Michel Ngachou, oui. J'étais à l'Equinox dimanche matin pour l'émission Pépé Soupe. L'église qui est sur la rue Foch était bandée et animée. Ils ont chanté là jusqu'à la fin de Pépé Soupe. La police n'est pas arrivée, aucune police. On a déjà dit, les gens savent qu'on a levé Corona. Mais il faudrait que le gouvernement... Non, je le dis parce que c'est ce que les gens pensent. Non, mais il n'y a aucune gens que la 19e mesure, justement, interdit encore les rassemblements. Je reviens, non, c'est pour revenir juste, c'est vous qui m'avez amené là pour vous dire que dimanche, à Mobé Bonacroix, hier ici, là, à la rue Foch, l'église qui est là, ils ont chanté, c'était bondé. C'était pour revenir. Et vous dire que le don du chef de l'État n'a rien différent du don de l'OMS. Les voitures? Oui, c'est la même chose. C'est sur le même pied d'égalité. Dites-moi franchement, vous allez à Guidé. À Guidé, on a besoin de la chloroquine. À Maro, on a besoin de la chloroquine. Voilà, à Tokombéré, on a besoin de la chloroquine. Les populations de Tokombéré, les Matakam, tous ceux qui sont dans les Matakam, ils ne verront pas. Ils ne verront pas ces sauts. Ces sauts vont finir entre le commandant de brigade, le commissaire de police, le maire, le sous-préfet, premier adjoint au préfet, premier adjoint 2 ou 3, quelques chefs traditionnels. C'est terminé. Parce que 1 milliard, c'est 1000 millions. Alors, si on dit dotation de chaque centre de santé intégré en chloroquine et azithromycine de l'ordre de 2. C'est terminé. On fait la commande là où ils font les commandes, ils viennent y mettre. C'est tout. C'est ce dont on avait besoin. Et ils mettent là. Merci à vous, cher monsieur. Parce que nous, on a nos savoirs. Est-ce qu'on attendait ça pour laver nos habits? Merci. Carré Sontian pour le deuxième sujet de ce jour concernant la revue des réseaux sociaux. Le deuxième sujet notamment concerne ce bon de commande-là qui a attiré l'attention des internautes
tout le week-end. C'est beaucoup d'argent attribué pour acheter des produits tels que 1000 gants latex dans une boîte de 100 qui coûte 10 000 francs l'unité et ça fait 10 millions de francs CFA le prix total. Et c'est un bon de commande adressé à une société pour une raison sociale du prestataire. La société s'appelle Red Medical. C'est un document signé du secrétaire d'État à la santé publique chargé de la lutte contre les épidémies et les pandémies. Alors, au total, ça va coûter 331 838 750 francs CFA pour, je cite, les gants en latex en boîte. Ça, c'est 1000 gants en latex dans les boîtes de 100, 1000 thermomètres infrarouges, 100 000 masques chirurgicaux, 10 000 masques de protection FFP2 et KN95, puis 700 combinaisons de protection et 700 lunettes de protection. Le dit document fait le tour de la toile depuis hier. On n'arrête pas d'en parler. Ça sent bien évidemment, hein, on parle là d'une espèce d'odeur de surfacturation, effectivement. Et au-delà même de la surfacturation, des noms sont sortis. On sait exactement qui est derrière ce projet. On sait même quand est-ce que l'entreprise est née, en 2020, et que rapidement... Février 2020. Février 2020. Février 2020. Passation de marché. Et aujourd'hui, on vous laisse croire que ce document est un fake. Comment est-ce qu'on peut avoir un pays où... Depuis le 9 avril. On peut avoir, effectivement... Souvenez-vous, Charles-Amène Bachou, Bon Bengan et Dominique Audrey, y compris Karine Sontia. Il y a quelques temps, on a eu le document concernant le ministre de l'enseignement secondaire et l'enseignement et l'éducation de base, ce document qui a fuité et qui s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Alors, pour se justifier, on nous a fait comprendre que ce document était un fake. Ce n'était pas un réel document. Alors, voilà le même son de cloche qui revient là présentement. On nous fait savoir que ce document est un fake. Et pourtant, des enquêtes ont été rapidement menées et on sait même qui est derrière ce projet. Je commence par Dominique Audrey rapidement, juste pour avoir votre point de vue. Comment comprendre que l'on soit homme d'affaires, reconnu dans le secteur justement de l'entrepreneuriat avec le cacao, le café, et qu'en quelques mois rapidement, parce qu'il y a maladie, vous créez notre entreprise en février 2020 et en mars 2020 au plus, on vous octroie justement des marchés publics. On a été très convaincants. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Certainement, on a eu des amis qui disent que non, vas-y, lance-toi, il n'y a pas de problème, je te donne le marché. Parce qu'on ne peut pas faire ce genre d'entreprise si précédemment on n'a pas une sorte de marché. Bon, maintenant, si on nous dit déjà que c'est un fake, ça veut dire qu'au moins cet argent ne sera pas utilisé comme ça. Parce que le masque qui coûte 10 000 francs, non, c'est pas un fake parce qu'on n'a pas encore eu de démenti jusqu'à présent. Si c'est un fake, on a quand même fait un document. Mais ça date du 9 avril quand même. Ça a se posé énormément de questions, sauf si l'équipement fait partie de ce qu'on a déjà partagé. J'en sais rien. Mais maintenant, vous devriez déjà être habitué, c'est votre pays, non? Charles-Amène Bachou, lorsque c'est signé quand même... le sac de ciment coûte combien au Cameroun? Voilà, pourquoi le masque ne coûterait pas 10 000? Très bien. Charles-Amène Bachou, lorsque ce document est signé effectivement du secrétaire d'État à la santé, il y a quand même de quoi se poser des questions, que ce soit lui-même le secrétaire d'État à la santé qui soit impliqué dans une affaire pareille. Finalement, lui-même qui récemment, on a vu dans cette information sanitaire, que ce soit à Bertois et un peu de partout, il n'est plus crédible, on doit le dire. Si vous avez déjà joué les échecs pour le damier, vous comprendrez véritablement ce système. C'est un système bien connu dans le jeu d'échecs et de damier. C'est vrai que ces jeux ne se ressemblent pas, mais ils ont des particularités, des similitudes à des détails près. Ici, c'est papa tout simplement qui a dit « Je suis fatigué, je ne peux plus être dans les affaires, mais je fais la passe à celui qui désormais va représenter l'empire familial. » On a commencé à initier l'enfant. L'enfant a commencé, c'est lui qui a pratiquement travaillé sur les gels des dernières entreprises de papa parce qu'il revenait des États-Unis. C'est lui qui se retrouve à gérer, on va le dire, un ensemble de choses. On a vu son nom. Si vous allez parcourir, vous allez vous rendre compte qu'il était parmi la liste des opérateurs économiques qui devaient accompagner le chef de l'État au forum de Beijing en 2018. Oui. Donc, ce gars est introduit depuis
Papa a dit depuis que le voici, c'est lui qui va me remplacer. Avec tout ce qui a été mené dans le camp, vous vous rendez compte qu'en février, lorsque les gars ont vu venir l'affaire, ils ont dit non, il faut rapidement qu'on ait une entreprise dans ce domaine. Avec tout ce qu'on est en train de voir, vous voyez donc qu'il y a des gens qui avaient vu l'affaire du coronavirus depuis décembre, que cette affaire devait arriver, en allant changer, en allant transformer l'entreprise agro-industrielle en ouvrant une autre qui allait faire dans la livraison du matériel médical. Sauf que là, même si on applique la question de la mercuriale, il y a un vol avec grand V au grand O, grand L à outrance. Lorsqu'on regarde les thermoflash. Regardez les thermoflash, 150 000. Alors que le prix en Europe, c'est 11 000, je crois, 600 et poussières. En termes d'euros, 11 000 et poussières, 150 000. Vous dites que ces gens-là nous aiment? Vous dites que ces gens-là nous aiment? Non, je suis désolé, monsieur Michel Ngachou. Je suis même excédé. Mais rendez-vous compte, on a fait une république des fils à papa, des papas, qui ont transformé la république en fils à papa. Ne soyez pas surpris qu'on se retrouve avec des petits-fils à papa désormais. Essayez d'aller ouvrir. Il est temps que les Camerounais ouvrent les yeux. Il est temps que les Camerounais ouvrent les yeux et disent non à cette gabégie organisée par les papas qui se retrouvent à pousser leurs fils. Disons-le, j'ai l'occasion de le dire, que ces parents, ces fils aujourd'hui à papa se retrouvent dans toutes les structures parapubliques où ils sont des responsables. On ne peut pas former un pays avec des fils de cancre. Je suis désolé. On est dans la cancritude. Je suis désolé, on est dans la cancritude. Et on a le courage de le dire. Bon, on sait en même temps que la journée de la liberté de la presse était hier. Et on vous comprend sur la même Bachou. Allez, Momo Mbengan, rapidement, que vous inspire justement ce sujet qui fait grand bruit aujourd'hui au Cameroun? Non, je pose à 1000% ce que Chalamel a développé. J'ajoute simplement un petit détail pour qu'on comprenne comment le système fonctionne. Lorsque il y a un projet quelque part, port en eau profonde à Kribi, exploitation de Perambalam, barrage hydroélectrique de Memvele, comment appeler ça, autoroute Douala-Yaoundé, ceux qui connaissent le projet, ils viennent acheter le terrain et octroient les titres fonciers et ils attendent, en piétinant même les droits des autochtones et des populations riveraines. C'est ce qui est en train de se passer, comme a dit Chalamel. On sait que bon, cette histoire, qu'est-ce qui n'a donc pas, est-ce qu'on n'a donc pas poussé exprès? Pourquoi n'a-t-on pas fermé les frontières avant? Il fallait donc injecter une transmission locale pour que les gens commencent à tomber. Et là, ça fait prospérer des affaires de certaines personnes. C'est assez compliqué, madame, monsieur. C'est une actualité qui, plus que jamais, fait parler tout le monde. Le Cameroun est outré. Oui, les Camerounais, beaucoup plus sont outrés. Et on se demande ce qu'il en est. En tout cas, Karine Sontia, on va rapidement reprendre ces messages aussi. Je ne sais pas s'il y a des sujets. Il y a des sujets quand même pour nous. Le tout dernier, oui, Karine, on vous écoute. Hier, on célébrait la 27e journée de la journée mondiale de la liberté de la presse. Et les questions qui reviennent chaque année pour les pays d'Afrique subsaharienne et particulièrement pour le Cameroun, la presse est-elle indépendante au Cameroun? Le thème, c'était le journalisme sans crainte ni complaisance. Ah ben, il y a eu quand même, on va dire qu'on a été gêné parce qu'on a eu deux thèmes. Il y a eu un manquement avec le journalisme sans plainte. Sans plainte ni complaisance, mais en réalité, le réel thème, c'était le journalisme sans crainte et sans complaisance. Merci beaucoup, Karine, pour ce rectificatif ce matin. On poursuit avec vous. Oui, justement, je disais tantôt que sur la toile, on a pu chercher pour vous ce que les internautes pensent de la liberté de la presse au Cameroun. Pour eux, il y a des presses à gages qui existent. Pour les Camerounais de la toile, il existe une presse indépendante. Pour d'autres, il existe des problèmes liés à la source, à l'obtention de l'information, qui reste encore très difficile au Cameroun. De toutes les façons, c'est de cette façon-là qu'est teintée la liberté de la presse en Afrique et particulièrement au Cameroun. Je recommence encore à vous, Charles Bachou. Vous avez aujourd'hui, des unes qui paraissent au quotidien. Et il y en a qui paraissent tous les jours, mais qui ne sont pas crédibles. À un moment donné, on se demande, est-ce qu'on les vend même? Mais tous les jours, on paraît. Tous les jours, vous les voyez. Parfois avec les mêmes titres. Alors,
est-ce que dans cette liberté de la presse-là, il n'y a pas un combat dans la presse en elle-même? Vous avez oublié de mettre qu'il y a certains dont on connaît qui payent les 1 à 300 000 francs CFA. Il faut le dire, il y a certains qui payent les 1 à 300 000 francs CFA. On va s'aligner devant le bureau. Vous lui présentez la une, il décaisse, il vous donne, c'est tout. Il faut le dire, mais ceux-là, on ne peut pas les appeler des journalistes. Dans tout corps de métier, il y a toujours des brebis galeuses. On a des vrais fonctionnaires et on a les autres. Je n'ai pas envie de dire les faux et on a les autres. On a les bons médecins, on a les autres. Tous les corps sont infestés. C'est infesté et on le sait. Je ne vais pas me permettre de tirer sur certains de nos collègues, mais dire tout simplement que les journalistes, vous l'avez décrié la semaine dernière, souffrent atrocement. En Afrique, particulièrement au Cameroun, les journalistes, c'est les rebuts de la société. Hein, c'est des rebuts de la société. Regardez la façon avec laquelle les gars pratiquent le journalisme. Vous êtes en train de mener une enquête. On parle des crimes de Gbagbo. Vous menez une enquête, vous appelez un général, il vous dit taisez, vous appelez le ministre de la Défense. Vous appelez le ministre de la Défense, il dit je ne parle pas. Regardez nos plateaux de télé. On se retrouve à voir des individus qui arrivent sur les plateaux et bégayent, alors qu'on a des ministres qui doivent répondre de l'action gouvernementale. Lorsque vous les invitez sur le plateau, ils disent non, ça c'est des métiers, c'est des médias privés de l'opposition, les ennemis du peuple. On préfère aller parler sur la CRTV, les antennes de la CRTV. Regardez, même en termes de collecte d'informations, les journalistes sont obligés de trimer pour pouvoir avoir une information. C'est à deux, je vous parle, 7 journalistes en prison. Pendant qu'en Madagascar, on a libéré tous les prisons. Alors, je vous parle, on est en train de les libérer des prisons. C'est le décret tombé hier à Madagascar. Aujourd'hui, on est en train de tous les libérer des prisons, tous les journalistes, pour la liberté de la presse. Allez célébrer dans vos différentes familles, pour ceux qui ont commencé à appuyer, pour ceux même dont les dossiers étaient en instance. Mais au Cameroun, on a plein de prisonniers, de journalistes encore en prison, à aider, il y a partout. Ils sont nombreux qui sont encore gardés dans les cachots. Bon, Bengan, on tient le journaliste en prison pour le museler davantage, ne pas lui permettre justement de dire des choses qui sont censées être dites. C'est ça? Oui, absolument. Non, l'orientation globale semble être ceci, ne pas bien éduquer les populations. Donc une population bien éduquée va revendiquer ses droits. Et à ce moment, les tenants de pouvoir ne peuvent pas l'accepter. Donc, à notre époque, on disait, j'ai écouté à la radio. J'ai lu dans le journal. Ça veut dire qu'il y a une information qui est vraie et vérifiable et c'est ça qu'on rend public. Aujourd'hui, non, il ne faut pas donner la vraie information. Mais il y a un seul organe qui aurait pu nous aider dans ce sens, c'est la justice. Maintenant, la justice elle-même, elle est inféodée au pouvoir exécutif. Donc, on veut dire, les journalistes, vous dites que vous êtes un quatrième pouvoir, bon d'accord, exercez alors ce quatrième pouvoir-là. Dominique Audrey, quatrième pouvoir justement sans pouvoir. C'est ce qu'on a retenu quand même de la presse aujourd'hui pour cette célébration. Malheureusement, quand on dit liberté de la presse, moi je vois liberté d'expression tout court parce que on devrait être à même dans chaque corps, que ce soit les enseignants, les médecins, les avocats, de pouvoir s'exprimer. Maintenant, le métier de journaliste est encadré de responsabilités qui font que, en tant que journaliste, on ne peut pas inciter à un certain nombre de choses, notamment la haine tribale ou bien des violences contre une certaine catégorie de personnes. Au Cameroun, dont aujourd'hui, malheureusement, on retrouve des organes qui versent dans ça. Moi, j'ai envie de dire que le journalisme, l'idéal pour moi, l'idéal du journaliste pour moi, c'est un chien de garde. C'est un chien de garde qui s'assure de l'effectivité de la démocratie. Pas de journaliste qui fasse bien son travail, on est sûr qu'on n'a pas de démocratie. Rassurez-vous qu'un bon journaliste qui fait effectivement son travail ne vous chantera pas les louanges lorsqu'on aura construit une route. Parce que c'est du ressort du gouvernement en place de faire ce genre de choses. Donc maintenant, pour ceux qui le font, chacun a ses intérêts, il sait pourquoi il le fait. Donc on ne devrait plus au Cameroun traiter les journalistes d'antipatriotes, de terroristes, parce qu'ils ne sont pas d'accord, parce qu'ils ne disent pas ce qu'un certain nombre de personnes veulent entendre. Donc j'ai oublié la citation, mais certainement je reviendrai dessus. D'accord. Alors comme Charles-Amel nous disait tout à l'heure, on ne va pas indexer quelques confrères, mais bien dire sûr. Également, il y en a qui travaillent dans le noir et qui font un travail de sape, vous n'avez pas idée. Et quand vous construisez, ils viennent
détruire et ils vous disent que nous travaillons pour X, pour Y, nous on peut quand même passer à prendre 200 000 ou 300 000, vous gagnez quoi à faire ce que vous faites là, vous ne gagnez rien. Mais non, on leur dit simplement, bah, écoutez, nous avons choisi de travailler pour les pauvres, pour les plus faibles et nous allons pérenniser cette action-là. C'est pas grave, nous ne gagnons rien, mais on continuera justement à faire ce que nous aimons faire. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est presse morte au Cameroun, Charlemagne. Oui, presse morte aujourd'hui au Cameroun. Toutes les presses, aucune parution. Bon, quand on n'a aucune parution pour les médias bien connus, parce qu'il y en a qui, n'est-ce pas, ont trouvé l'occasion quand même de paraître, mais on sait bien comment ça se passe. Il y a des officines bien connues qui les financent véritablement. Et encore aller dans des kiosques et dites-nous si vous les trouverez. Parce que justement, les éditeurs de presse se sont indignés du fait qu'on laisse ouvrir les bars par la pression de certains. On ne fait pas respecter la distanciation sociale. Au moins, au lieu de dire, puisque l'État n'a pas d'argent, je ne peux pas donner aux bars, on vous dit d'ouvrir, de continuer à dire acheter la bière, aller boire à la maison. Et pour la presse, on ne dit rien. On ne dit rien et il faut l'une des choses qui a frustré justement, c'est... Il n'y a plus en termes de publicité, il n'y a pas, les presses vont paraître comment, mais c'est grave. C'est grave. En tout cas, il faut peut-être relire cette déclaration de ces patrons de presse qui ont décidé justement... Ils sont abandonnés, c'est-à-dire que les mesures prises pour faire stopper le coronavirus et la presse qui relaie, on en parlait ici même les mesures barrières que la presse relaie, quelle contrepartie on donne à la presse pour... Très bien. Carrie Santier, justement, avec vous, point de vue quand même, parce que c'est important. Vous êtes de la presse, vous êtes du métier, vous êtes du corps. Il faut quand même, au-delà du blackout, observer aujourd'hui de notre avis. Dans l'histoire de la presse au Cameroun, il y a du sang. Et ce qu'on nous raconte aujourd'hui n'est qu'une facette bien connue de ce qui est. Mais l'histoire de la presse aujourd'hui est jonchée de sang. C'était presque une guerre. Parce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'on nous dit qu'il y a une presse contre-pouvoir justement parce que la presse est restée encore dans cet élan qui était post-colonial de limiter l'exercice des pouvoirs dictatoriaux en Afrique juste après la colonisation. Et la presse avait pour but d'être du côté du peuple, du démuni et du pauvre. Mais ce qui nous reste encore intéressant aujourd'hui, c'est que on va tout faire ce qu'on a à faire. Il ne faut pas confondre les analystes, les commentateurs et ceux qui analysent l'information aux donneurs de l'information. Parce que les faits que nous donnons sont sacrés. Maintenant, les commentaires restent libres. Très bien, compris. Allez, allons retrouver ce matin au plateau B Consti Lamine qui nous y attend ce matin. Content de vous retrouver, Consti Lamine, le concept Salaka. Bonjour. Oui, bonjour mon cher ami et bonjour à toute l'équipe. Le Zénith. Nous vous regardons les fiertés. Bien entendu, donc, merci donc une fois de plus à tous les téléspectateurs de cette émission et surtout à tous les clients et partenaires du concept Salaka. Je tiens toujours à le rappeler à tous les téléspectateurs qui nous regardent de par le monde. Il faudra le savoir, le concept de Salaka est une idée originale de Consti Lamine. Ça fait exactement plus de 8 ans que ce concept existe au Cameroun et en Afrique. Ça fait plus de 8 ans que le concept Salaka fait la fierté des entreprises et des téléspectateurs d'Equinox Télévision et bien sûr de la radio Equinox. Alors ce matin, nous parlons encore bien entendu du Von Bio Oméga 3, votre complément alimentaire de qualité supérieure, votre complément alimentaire qui vous permet de retrouver bien sûr le sourire. Oui, le sourire, vous l'aurez encore cette semaine en consommant régulièrement le Von Bio Oméga 3. Je vous rappelle, c'est 30 gélules à l'intérieur de cette boîte et cette boîte coûte la somme de 5 500 francs. Le Von Bio Oméga 3 présente plusieurs avantages. Tout d'abord, le Von Bio Oméga 3 permet de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 permet de réguler le taux de cholestérol dans le sang. Le Von Bio Oméga 3 permet bien sûr de stabiliser notre tension. Le Von Bio Oméga 3 permet également d'assouplir nos articulations. Voilà quelques avantages parmi tant d'autres qui sont liés à la consommation régulière du Von Bio Oméga 3. Je rappelle, c'est sans effet secondaire dans l'organisme.
Et dès que vous achetez une boîte de Van Bio Oméga 3, on vous remet ce guide qui nous vient tout droit des laboratoires Celorex. Et sur ce guide, vous retrouverez tout ce qu'il y a comme avantage, tout ce qu'il y a comme information liée au Van Bio Oméga 3, ainsi que le site web, bien sûr, que je vous autorise d'aller, bien sûr, parcourir. C'est marqué sur c'est-à-dire sur ce guide d'utilisation. On est également, bien entendu, toujours au magasin 1001 tapis, le Van Bio qui coûte la somme de 5500 francs. C'est le prix du concept Salaka. Le temps de rappeler à nos téléspectateurs que le prix officiel est de 6000. Mais comme nous sommes dans le cadre du concept Salaka, le concept Salaka donc cet avantage-là, cette possibilité-là de commercialiser le Van Bio Oméga 3 au prix de 5500 francs pour une boîte de 30 gélules. À côté bien sûr du Van Bio Oméga 3, on parle également de plus en plus d'un lait de toilette. Le lait de toilette c'est pour diabétique, votre peau elle est délicate, votre peau elle est fragile, alors je vous conseille bel et bien le lait de toilette pour diabétique, ce lait de toilette que vous allez appliquer 3 fois par jour sur les pieds et le reste du corps. Nos amis du côté bien sûr de Kumba, de Limbe, de Mutengene, you get diabète, you get problème for tension, you get problème for rhumatisme, you get problème for articulation. Ali conseille ce take Van Bio Oméga 3, they call them say fish oil. Donc any man must take Van Bio Oméga 3. Yes, you get problem for diabète. Just come for concept Salaka and commandez ya Van Bio Oméga 3 fish oil. Donc any man must get them. You dey young boy, you dey papa, you dey old papa, you get problem for tension, problem for rhumatisme, problem for diabète. Just come for concept Salaka or call we everywhere you dey, then go come livrer your product. Because concept Salaka delivery for all Cameroon and some country for Africa. Van Bio Oméga 3 fish oil, it cost na 5,500 for magasin 1001 tapis na for Douala, Cameroon. You get again oil for diabetic. This oil, when you use some, you are diabetic. You must use some anytime. When you not finish your wash, you take your oil, you rub them for your skin. It go make sure your skin go be fine. Your skin not go get again cut. Your skin not go crash you again because the oil for diabetic, now some fine oil way are the conseillers for all people that get diabetic. À côté bien sûr de ces deux compléments alimentaires, on a également notre produit de santé que je vais donc une fois de plus présenter avec le concours de la réalisation. C'est bel et bien la pommade contre les hémorroïdes. Cette pommade qui est également en vente au magasin 1001 tapis. C'est une pommade qui permet d'éradiquer totalement le problème des hémorroïdes. Vous en souffrez. Vous connaissez quelqu'un qui en souffre? Alors rapprochez-vous du magasin 1001 tapis. C'est en face du palais d'Ika à l'entrée de la rue Mermoz et commandez votre pommade contre les hémorroïdes. Parlant des modalités de livraison, nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. Nos amis de Yaoundé vont désormais récupérer leur commande du côté de l'agence United Express. C'est en plein cœur de Yaoundé au quartier SOS, auprès du représentant du concept Salaka. Les clients des autres villes seront tout simplement livrés grâce à nos agents de livraison qui sont repartis dans tout le Cameroun. Les numéros de téléphone, vous les avez. Les informations, les réservations, les commandes, appelez le concept Salaka ou rendez-vous au magasin 1001 tapis de lundi à samedi de 9h à 18h00. Merci beaucoup et très bonne semaine à tous les clients du concept Salaka. Merci beaucoup, merci infiniment Constilamine pour cette nouvelle vente de ce lundi 4 mai 2020. Madame, Messieurs, nous vous disons merci d'avoir trouvé de l'intérêt à rester sur nos antennes, mais surtout, rassurez-vous, plus que jamais, nous allons vous donner tous les éléments de vérité, tous les sujets, nous irons plus loin en termes de décryptage, d'analyse, et vous le savez, le slogan ne ment pas au-delà de l'image, nous rendons compte. Merci à Charles Batou, merci à Dominique Audrey, Oyengele, Karine Santia, Bonbon Bengan. Le plaisir, madame, monsieur, c'est de vous retrouver demain avec le même sourire à la même heure. Bonne journée.